Donc, bienvenue. Merci de vous être déplacés les uns et les autres. C'est notre deuxième événement de 2023 au titre du groupe Énergie, Infrastructure et Mobilité. Au moment où le gouvernement vient enfin, diront certains, de faire voter sa loi sur les renouvelables, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un acteur qui a un parcours assez exceptionnel, quand même, je dans l'industrie française des renouvelables, David Corsia. Qui est le chief exécutif Total Eren. Je fasse attention, Total Eren. Alors, David est quasiment né dans les renouvelables, mais pas tout à fait. Il est diplômé des ponts et chaussées. Il a commencé dans la banque. Il va nous expliquer à quel point ça peut être utile quand on travaille dans les renouvelables d'avoir commencé dans la banque et de savoir compter vite et bien. Il a d'abord commencé à la BNP Paribas, puis ensuite il a rejoint JP Morgan, essentiellement dans les problématiques de fusion-acquisition et aussi dans les problématiques de financement de projets. Et intuitivement, on comprend tous que ça peut être utile lorsqu'on fait un métier dans les renouvelables. En 2004, commence sa première aventure en tant qu'entrepreneur dans les renouvelables. Il rejoint EDF Énergie Nouvelle, qui est aujourd'hui EDF Renewable. Il est d'abord chargé de l'Amérique du Nord, il est CEO Deputy et chargé de l'Amérique du Nord et la croissance externe. Et en 2006, il devient Chief Executive Officer et il le reste jusqu'en 2011, faisant croître l'entreprise. Et entre-temps, a ouvert son capital à EDF. En 2011, EDF prend totalement contrôle de l'entité et commence pour David Corsia une deuxième aventure en 2012, puisqu'il crée, avec son complice historique, Paris Moratoglou, il crée Eren, aujourd'hui Total Energy Eren, qu'il a à nouveau fait croître et qu'il a amené à un niveau qu'il va nous présenter. Donc, il a eu la gentillesse, il a également écrit un livre sur son expérience, puisqu'il a écrit On ne se refait pas le financement des projets Project Finance. Sans plus avant, je vous propose de lui céder la parole et je vous demande de vous associer à moi pour l'accueillir. Bienvenue, David. Merci. Oui, dans le livre, je ne raconte pas mon expérience parce que j'en avais pas à l'époque. J'ai écrit ça en 95. J'étais quasiment, je venais de sortir de l'école, passer 2 ans à la BNP. C'est moi qui joue? Non, avec la souris. C'est sur le clavier. Le petit. Ça, j'ai essayé déjà. Non? Il m'a montré ça. Voilà, c'est bon. Beaucoup de logos de sociétés et certaines pour lesquelles j'ai travaillé, d'autres qu'on a développées, d'autres qu'on a achetées ou avec qui on est en partenariat. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et le centre, c'est Eren Group ou le groupe Eren, qui est le groupe qu'on a confondé avec Paris Moratoglou. Je vais essayer de tirer un petit peu quelques leçons de chacune de ces expériences. Donc, effectivement, ça commence à la BNP et j'ai appelé ça les bases. Et si ça vous casse les pieds, il y a quelqu'un qui lève les mains et qui me dit ça me casse les pieds, puis j'arrête. Voilà. Donc, dire simplement quelques mots sur le financement de projet. Qu'est-ce que c'est? Alors ça me fait revenir 30 ans en arrière où j'expliquais ça à des étudiants, ce que c'était le financement de projet. Mais c'est pas grave, je pense que c'est utile. Et puis après, il y a quelques mots sur les fusions-acquisitions. Le financement de projet, c'est quoi? C'est essentiellement trouver le moyen de financer la construction d'un gros machin dont on sait pas dont on sait pas comment le prendre en fait. Donc il y en a beaucoup. Il y a des équipes qui sont spécialisées là-dedans depuis très longtemps. Je pense que ça remonte beaucoup à l'industrie du pétrole en mer du Nord. Moi, j'y étais pas encore. Mais beaucoup de grands projets qui sont montés en financement de projet. Alors ce truc, à quoi ça sert? Et encore une fois, si tout le monde sait, vous me dites stop, on passe, parce que comme je disais à Solange avant de venir, moi je vais vous parler pendant 4 heures, ce que je ne vais pas faire. Donc s'il y a des sujets qui skippent, ça laisse plus de temps pour les autres. Mais le financement de projet, c'est de se dire, on va construire quelque chose qui n'existe pas. Un financement de projet, ça peut être pour
des situations qui ont conduit à beaucoup de pertes pour beaucoup de gens, comme Eurotunnel ou Euro Disney. Ça peut être des choses qui ont été bien mieux réussies, comme la plupart des centrales à gaz qu'on a financées il y a très longtemps aux États-Unis, qu'on continue de financer, toutes les centrales éoliennes, toutes les centrales solaires. Donc le financement de projet, c'est de se dire, je cherche à construire quelque chose qui est lourd, qui est gros, qui est cher, où je ne veux pas dépendre, je ne veux pas me reposer sur l'actionnaire, le promoteur, on l'appelle comme on veut, du projet en question. Et donc, je veux financer sur la base des mérites propres de ce projet. Mais du coup, il va falloir que je comprenne le projet. Donc, il n'est déjà pas construit. Et il faut que je me dise, qu'est-ce que va être ce projet? Et là, il va falloir écrire, c'est la conclusion que je mets là, les 20, 25, 30 années de vie d'un projet alors qu'on ne l'a même pas encore construit. Et donc, ça veut dire, il va falloir répartir les risques, il va falloir se dire qu'il y a quelqu'un qui va le construire. Donc, ce quelqu'un, il va falloir qu'il prenne le risque. S'il ne prend pas le risque de construire, et quand on construit, on a toujours les deux mêmes risques, un risque de délai et un risque de coût. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend le risque, à un moment donné, les banquiers, puisqu'on regarde ça, nous, on regardait ça à l'époque en tant que banquier, on se dit, on va prêter à quelqu'un qui n'a d'existence que parce qu'on va construire. Ces actionnaires nous laisseront tomber. Si le machin on est en train de construire n'est pas capable de rembourser sa dette, il n'y a personne qui va venir nous aider. Et on aura le luxe et l'avantage de devenir les actionnaires de ce projet qui s'est planté, ce qui est vachement génial. Donc, la réalité, c'est je regarde comment répartir les risques, comment donner les risques aux constructeurs. Si j'y arrive pas, je dis à l'actionnaire, il va falloir me mettre un petit peu de sous supplémentaires ou un support supplémentaire. Je vais faire la même chose sur l'exploitation, sur les contrats de vente, prévoir en fait les cash flows sur les 20 années qui viennent, ou les 15 années qui viennent, ou les 10 années qui viennent, on fait ce qu'on veut, de sorte qu'on arrive à monter un financement qui se rembourse que par les mérites propres de ce projet, sans avoir le moindre recours sur les actionnaires. Voilà. Cette chose-là, ça a permis de faire plein de choses. Ça a permis de faire plein de projets où il y avait des actionnaires qui étaient gros et des actionnaires qui étaient petits. Les petits étaient des fois plus agiles, plus intelligents, plus compétents, mais les gros n'avaient pas envie de garantir la part des petits. Quand on n'a pas envie de garantir la part des petits, on dit, OK, on va faire ce projet ensemble, on va le construire ensemble, mais débrouillez-vous, il faut que le projet tienne debout. Voilà, donc ça a permis de faire plein de choses et je pense que c'est important, on y reviendra sur deux concepts qui sont fondamentaux. Le premier, c'est le cash, comment on va générer le cash et comment le cash va être déboursé, qui sera prioritaire. On paiera les coûts d'exploitation, on paiera les taxes, ensuite on paiera les banques, ensuite on paiera ceci, on paiera cela, et le dernier, ça sera l'actionnaire, puisqu'il n'a pas voulu donner sa garantie, donc ça sera le dernier à être payé. Donc la première, c'est le cash, et la deuxième, c'est l'analyse des risques et la structure contractuelle, de sorte qu'on ait signé des contrats pour tout prévoir, toutes les situations pour les X années qui viennent. Donc ça, c'est le financement de projet. Bon, j'en ai mis, on en a fait plein. Moi, je me suis amusé à Sharjah, dans les Émirats, pour faire du pétrole, un tramway à Rouen avec Antoine Frérot à l'époque, qui était jeune lui aussi, et une usine d'incinération aux États-Unis, au Royaume-Uni, des cycles combinés gaz aux États-Unis, tout un tas de choses. On a fait à la BNP et puis après chez JP Morgan. Et puis chez JP Morgan, un jour, il y a eu un truc marrant qui est un merveilleux projet qui avait pris 9 ans à se monter, qui s'est enfin bouclé, un très beau barrage en Turquie. Alors, ça a fait beaucoup de fees, de commissions pour la banque, mais ça a fait surtout que le management de la banque s'est dit, mais on est complètement dingue, parce qu'on a épuisé des gens pendant 9 ans à monter ce truc-là. JP Morgan était à l'époque numéro 1 au niveau mondial dans le financement de projet. Ils ont dit, on est complètement dingue, on a épuisé des gens pendant 9 ans à monter ce truc-là. OK, cette année, ça fait beaucoup de fees, mais la réalité, c'est que ce machin, c'est pas rentable. Donc, on va diminuer la voilure dans le financement de projet. Nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve quasiment que des banques européennes qui sont capables et qui ont la compétence de faire du financement de projet, en particulier des françaises. Et on va faire là où on gagne ce qu'on sait faire en gagnant beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire des fusions-acquisitions et du financement d'acquisition. Donc, ça s'est développé. Moi, je suis parti dans ce truc-là. On a continué quelques mandats de conseil sur le financement de projet, et puis on s'est mis à faire des fusions-acquisitions. Les fusions-acquisitions, c'est exactement l'opposé du financement de projet. Exactement le contraire. Donc, dans le financement de projet, on dit, on n'a rien, on va construire et on regarde et on essaye d'écrire avec le plus de précision possible en prévoyant tous les cas possibles ce qui va se passer pendant les 20 années qui viennent. Dans les fusions-acquisitions, on regarde ce qui s'est passé dans le passé, il y a un ensemble qui est déjà là et c'est à celui qui paye le prix le plus cher.
Voilà, donc c'est celui qui va essayer d'imaginer comment il va améliorer la performance d'un machin qui existe déjà, qui va faire des projections là où on fait facilement, bonsoir, là où on fait facilement des 20 ans, 25 ans, 30 ans de projection dans le financement de projets avec des cascades de cash flow bien précises, un modèle de M&A. Alors maintenant, c'est très compliqué parce que Excel est bien performant, les ordinateurs aussi, donc on aime bien faire des modèles très compliqués. La réalité, c'est qu'un vrai modèle de M&A, ça va tenir sur une vingtaine de lignes et ça tient sur 5 ans, donc c'est pas gros. Et on va se dire, bah voilà comment en fait on va essayer de valoriser cette société. Et c'est là où je dis, quand il y en a un qui regarde le cash flow long et qui voit comment le cash va être déboursé, l'autre en fait va regarder le cash flow court et va se contenter de faire des multiples. Donc je vais faire un multiple d'EBITDA, je vais faire un multiple de revenus, je vais faire un multiple d'earnings, je vais faire un multiple de ceci. Je caricature à peine, mais du coup, on regarde beaucoup plus, même si on fait du DCF sur le long terme, on regarde beaucoup plus, surtout les banques américaines, surtout l'approche américaine du M&A, on regarde de manière statique, ou on regarde sur une évolution à 5 ans, et ensuite, on tire des multiples et on dit voilà la valeur. Et après, on s'amuse et on se dit, tiens, mais la valo ne marche pas, là, le vendeur ne veut pas vendre à ce prix-là, donc il faut que je fasse quelque chose, j'invente des synergies ou je valorise des synergies, je les partage avec le vendeur. Pourquoi je vous raconte tout ça? On s'en fout. Moi, je n'essaie pas de faire preuve de finance dans la vie, mais c'est pour vous dire que les deux notions, les deux approches, quand on a envie de créer une société, on doit absolument les maîtriser. Sinon, on raconte n'importe quoi. Quand on a envie de bâtir une infrastructure, quand on a envie de construire quelque chose, si on ne comprend pas comment les banques l'approchent, si on ne comprend pas comment on va voir à long terme, alors on fait à peu près n'importe quoi. Et quand on veut créer une société, en général, beaucoup de gens parlent de builder, on va essayer de faire des acquisitions. Bah, si on ne sait pas que les banques en face sont en fait, et j'y étais, hein, donc ça me va très bien, mais sont en fait des conseils, ce n'est pas des prêteurs, c'est des conseils qui vont vous expliquer comment vous pouvez payer le prix le plus élevé possible, parce qu'elles vont gagner leur commission si vous faites l'acquisition. Donc, à partir de là, on n'est pas capable de juger soi-même de la qualité d'une acquisition. Voilà pourquoi je vous raconte ça. On oublie. Et donc, JP Morgan, fin des années 2000, avec un ami à moi qui était là-bas aussi, Karl Tischler, on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, j'avais la responsabilité de tout ce qui était énergie et environnement, avec des clients basés à Paris, avec des clients essentiellement français, mais pas que. Donc Veolia, donc Suez, enfin à l'époque ça s'appelait pas comme ça toutes ces boîtes, mais c'est pas grave. Donc Total, Gaz de France, EDF, donc tous ces clients-là. Et puis on s'est dit avec Karl Tischler à l'époque, fin des années 90, c'est très bien tout ce qu'on fait dans les cycles combinés gaz, mais l'avenir c'est plutôt le renouvelable. Et donc, on s'est mis, puisqu'on était banquier, hein, on s'est mis à pitcher. Donc, on a fait des présentations et on est allé voir les clients en leur disant, les gars, il faut faire du renouvelable parce que l'avenir est là. Bon, la plupart ne nous ont pas cru. Il y en a un, j'avais vu à l'époque le directeur financier d'EDF et qui m'a dit, tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Écoute, on a pris une participation dans une boîte. Je ne sais pas très bien pourquoi on a fait ça, mais c'est le président qui voulait. On a pris une participation dans une boîte, ça s'appelle Sif Énergie. On a pris 35% et ils nous disent qu'eux, ils font du renouvelable. Tu devrais aller les voir. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le monsieur que vous voyez là, Paris Mouratoglou. J'ai été voir Paris Mouratoglou. Je lui ai dit, je viens de la part, vous citez Daniel Camus, le directeur financier d'EDF. Ils ne se connaissaient pas particulièrement tous les deux, et donc pour lui expliquer qu'il fallait se développer dans le renouvelable. Donc il m'a dit oui, il était gentil, jeune homme, mais on sait déjà, et puis voilà ce qu'on est en train de faire. Donc il nous a présenté, avec mon ami Karl, il nous a présenté sa stratégie, et sa stratégie était essentiellement un développement européen sur les pays qui n'étaient pas déjà équipés. Donc on oublie l'Allemagne, parce que l'Allemagne, au début des années 2000, il y en avait déjà beaucoup. On oublie l'Espagne parce que l'Espagne, au début des années 2000, il y en avait déjà beaucoup et on va se concentrer sur les pays où il n'y a pas grand-chose. Donc, c'était ça, la stratégie de Paris. Et à cette époque-là, je lui ai dit, oui, mais marcher sur une jambe, c'est pas facile. Moi, je voulais un mandat pour lui faire acheter un truc. Hein. Donc, marcher sur une jambe, c'est quand même pas facile. Il faut aussi regarder le marché américain. Et puis, comme Paris, c'est un entrepreneur né, il m'a dit, bah, écoute, vas-y, regarde le marché américain. Donc, on a regardé quelques cibles, je vous la fais court.
Il nous a donné le mandat pour en acheter une, et puis on a acheté la plus compliquée qu'on pouvait trouver, parce qu'il y avait le choix globalement entre une société qui avait déjà des centrales, pas mal de centrales éoliennes, parce que c'est ça dont on parle, pas mal de centrales éoliennes, des cash flows récurrents, bien connus, une valorisation assez facile, et puis une autre qui appartenait à des fonds de pension danois, dont ils ne savaient plus quoi faire, qui avait été créé pour faire de l'exploitation des éoliennes dans lesquelles ils avaient investi pour faire du double dip fiscal, autrement dit pour faire des économies fiscales au Danemark en investissant dans des éoliennes aux États-Unis. Donc les gars avaient investi là-dedans. Les éoliennes commençaient à avoir quelques années, c'était des petits ventilateurs. Pour ceux qui veulent aller visiter ça à Palm Springs, il en reste encore. Donc des petits ventilateurs, et puis les fonds de pension danois à l'époque se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce machin-là? Voilà. Donc ils ont mis leur société en vente, société avec des centaines de gens qui faisaient de l'exploitation maintenance, et c'était vraiment des petits ventilateurs, donc c'est chiffon-burette, il n'y avait pas beaucoup d'électronique dans ces machins-là, mais par contre avec une équipe qui s'était créée et avec un portefeuille en développement et pas mal de projets qui étaient intéressants sur la Californie et essentiellement dans les Central States, donc en particulier dans le Minnesota. Et à l'époque, on a débriefé de ça avec Paris, tout le comité de direction de SIF Énergie. SIF Énergie, c'est l'ancien nom d'EDF Énergie Nouvelle. Tout le comité de direction de SIF Énergie avait dit il vaut mieux acheter la boîte quand même où on connaît les cash flows. Et donc Paris m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit écoute, si tu achètes ça, tu vas donner du cash pour recevoir du cash, même si la rentabilité est pas mal. Moi, je te conseille plutôt d'acheter l'autre, c'est le foutoir, mais il y a sans doute des trucs qui sont beaucoup plus intéressants à faire. Donc Paris a acheté cette boîte qui s'appelle Enexco, qui était basée en Californie, loin de tout, avec une équipe répartie à moitié sur la Californie et à moitié dans les Central States. Et on a closé ça en 2002. Moi, j'étais très content. Première fees pour JP Morgan, première série de fees pour JP Morgan, de commission, payée à JP Morgan pour un premier deal. L'éolien, et je vais accélérer, l'éolien aux États-Unis, très compliqué parce que c'était pas des subventions, c'est des subventions sous forme fiscale, très compliquées à utiliser. Ça se simplifie avec l'IRA aujourd'hui, mais encore à l'époque, très compliqué à utiliser. Donc, je propose mes services à Paris Moratoglou en lui disant, on va te monter une structure fiscale avec des investisseurs fiscaux, on va faire un truc vachement malin pour pouvoir valoriser les avantages fiscaux que tu vas récupérer de là-dedans et dont tu ne sais pas quoi faire puisque tu n'as pas de base fiscale aux États-Unis. Donc, on fait un premier deal, le closing de l'acquisition en 2002, premier deal, première centrale construite dès 2003, plus grosse que toutes celles qu'on voulait acheter, que tout le monde voulait acheter et qui étaient déjà existantes. On fait la première centrale dans le Minnesota, premier deal où on arrive à boucler avec un investisseur fiscal et donc deuxième commission payée à JP Morgan. Donc ça c'est 2003. 2004, il y a un nouveau projet qui arrive, donc on double la mise. On refait, parce que comme c'est compliqué, ils nous remandatent, on en refait un autre, 2004. Et puis en 2004, Paris vient me voir en me disant, les fils de JP Morgan, ça commence à me coûter cher. Donc, viens travailler avec nous, ça me coûtera beaucoup moins cher. Voilà, donc tout ce partenariat, il y a 20 ans, est né pour économiser les fils de JP Morgan. Voilà, donc on a fait ça. 2004, on s'est mis d'accord. Effectivement, je suis arrivé, on a commencé... Alors, pour dire un mot sur Paris Moratoglou, avant de revenir sur EDF Énergie Nouvelle, ce gars est juste incroyable. Il a aujourd'hui, il s'en fout, il le dit à tout le monde, donc c'est pas moi qui vais être plus pudique que lui. Il a 82 ans. C'est de toute façon, quand on a plus de 60 ans d'expérience, en général, c'est compliqué d'en avoir beaucoup moins. Donc, 82 ans. Il a construit des ports de plaisance quand il était petit. Il était promoteur de ports de plaisance quand il était petit. Ensuite, il a créé une boîte qui s'appelle Safe Energy aux États-Unis, cofondée avec un monsieur qui s'appelle William Kriegel, qui était à peu près aussi fou que lui, qui est aussi fou que lui d'ailleurs, je me souviens très bien. Donc, ils ont créé Safe Energy, et pour la petite histoire, Safe Energy est devenu le deuxième plus gros producteur indépendant d'électricité au monde, avec 20 000 mégawatts répartis entre les États-Unis, l'Asie et un petit peu en Europe. Voilà. Donc, il avait fait ça. Ils ont coté la société à la bourse de New York. Paris a dit « Ouais, mais ça ne va pas durer tout le temps. » Donc, il a revendu ses titres 4 ans plus tard et il s'est mis à créer SIF. Il a un truc pareil, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'imagination sur les noms. Donc, après Safe Energy aux États-Unis, il a créé SIF Energy en France. Et c'est comme ça qu'est né SIF Energy.
Et donc, c'est le fondateur d'EDF Énergie Nouvelle et on va voir ensuite le fondateur de Total Eren, enfin d'Eren Group. Moi, je ne veux pas parler de moi parce que vous entendez parler de moi depuis tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'on a fait. On s'est dit, maintenant qu'on avait nos deux jambes, c'est-à-dire une jambe en Europe et une jambe aux États-Unis, l'autre raison pour laquelle je suis venu, c'est aussi que la boîte était basée à San Diego, 9 heures de décalage horaire. Donc, quand Paris s'occupait de l'Europe la journée, s'occupait de San Diego la nuit, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'était aussi pour pouvoir, à deux, dormir moins et puis avoir plus que la journée européenne pour échanger. Donc, je me suis occupé pendant 1 an et demi de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est un grand mot, c'était essentiellement les États-Unis à l'époque. Donc, on commençait à toucher le Canada, on commençait à toucher le Mexique, pendant que Paris s'occupait de l'Europe avec le reste des équipes. Et puis, ça a super bien marché. Et donc, à la fin de l'année 2005, donc 1 an après, Paris m'a dit, écoute, on va séparer les fonctions. Tu vas prendre la direction générale de la boîte. Moi, je vais garder la présidence du conseil d'administration. On va lancer l'IPO, l'introduction en bourse d'EDF Énergie Nouvelle. Alors, à l'époque, pardon, juste pour machin, EDF avait déjà donc sa participation, 35%. Quand on a fait l'acquisition en 2002, pour financer l'acquisition, qui coûtait la bagatelle de 100 millions de dollars à l'époque, EDF a exercé son option pour monter à 50 et donc la boîte était détenue à 55 ans. Car à 55 ans, quand on est une personne physique avec EDF, il faut avoir les qualités de Paris. Moi, je m'engueule, je me dispute avec tout le monde et lui, il est copain avec tout le monde. C'est un peu la répartition des rôles entre nous deux. Donc, on avait ce 50-50 qui a très bien marché, très bien fonctionné avec EDF, malgré les changements de président. À chaque fois qu'il y avait un nouveau président, il se demandait pourquoi il était dans ce machin bizarre. Et il faisait à la conclusion, 6 mois après, c'était que c'était peut-être pas complètement idiot. Donc, on a fait ce truc. En 2006, on a décidé d'introduire la société en bourse. On a levé à l'époque 530 millions et on s'est mis à faire un roadshow. Donc, pour ceux qui ont fait ou un jour feront une introduction en bourse, c'est assez drôle. Enfin, un roadshow, on s'est baladé à peu près dans toute l'Europe, à peu près dans tous les États-Unis et ailleurs pour aller convaincre les investisseurs de venir acheter notre histoire. Donc, les questions de 2006, c'était essentiellement, mais vos éoliennes, ou plutôt vos ventilateurs, quand le vent vient comme ça, vous les mettez comme ça ou vous les mettez comme ça. Voilà, c'était à peu près le niveau des questions techniques qu'on avait. Les questions financières étaient un peu plus pointues, mais les questions techniques, c'était à peu près de ce niveau-là. Donc, on a été expliqué au marché, à des investisseurs suisses, américains, hollandais, allemands, français, pourquoi développer du renouvelable en 2006 et de l'éolien, ça valait le coup. Puis comme on est pressé, on a fait donc l'augmentation de capital a été un succès, on a levé 530 millions d'euros. Et puis en 2007, on a dit c'est bien, l'éolien c'est parti, on va développer le solaire. Le solaire c'était bien pire. Quand on s'est dit en 2008, ce truc va tellement vite, on avait tellement d'opportunités partout qu'on va relever de l'argent. Donc on a fait une nouvelle augmentation de capital sur le marché, roadshow, refaire le tour des États-Unis, refaire le tour de l'Europe, pour aller expliquer maintenant que comme l'éolien, ça marchait bien, il fallait faire le solaire. Alors, le niveau des questions dans le solaire en 2008, c'était, mais le photovoltaïque, c'est la petite barrette, pour les plus jeunes, vous ne comprendrez même pas ce que je vais dire, c'est la petite barrette qu'il y a sur les montres à quartz pour récupérer l'énergie, pour avoir des montres sans pile, quoi. C'est ça? Donc, voilà, le photovoltaïque vu de 2008, c'était le petit machin qu'il y avait sur les montres. Donc, on leur a expliqué que ce n'était pas ça. On leur a expliqué que les coûts allaient baisser. On leur a expliqué la loi de Moore. On leur a expliqué que le solaire, finalement, c'était de l'énergie dans la production, mais c'était de l'électronique dans la fabrication. Et que si les coûts de l'électronique allaient baisser, si les coûts des composants allaient baisser, on allait en profiter et que l'industrie solaire allait devenir très significative. On a dit ça en 2008. On y croyait. Mais enfin, on n'avait pas beaucoup de choses pour le prévoir, pour en être sûr. Donc, on a quand même développé le solaire. Notre machin a bien marché. Les gars nous ont dit, bon, allez, on ne comprend rien à ce que vous dites, mais on y va. Et donc, on a levé 500 millions d'euros en 2008 pour développer le solaire. Donc, ça, c'est EDF-EN. Et EDF-EN, donc, là, on voit 2700 mégawatts, mais c'est des mégawatts nets. La réalité, c'est qu'on a construit dans toute cette période 10 000 mégawatts entre l'éolien et le solaire, entre ce qu'on a gardé, ce qu'on a vendu. Là, c'est les mégawatts qu'on avait gardés à la fin 2011. À la fin 2012, on avait construit 10 000 mégawatts, ce qui est quand même assez significatif. Ça fait à peu près 10 milliards d'euros d'investissement. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Et donc, en 2011, on a reçu un coup de fil du patron d'EDF de l'époque, 3 semaines après Fukushima.
Donc, Fukushima, accident nucléaire, catastrophe. Notre cours de bourse fait comme ça. C'est cool. Et le cours de bourse d'EDF, qui est le champion du nucléaire au niveau mondial, fait comme ça. Voilà. Donc, et donc, à ce moment-là, Henri Proglio, président de l'époque, avec qui on s'entendait super bien, appelle Paris en lui disant « Il faut que je vous voie ». Bon, OK, on y va. Et là, il explique qu'il veut lancer une OPA amicale. Ça fait très bizarre quand quelqu'un vous dit qu'il veut lancer une OPA amicale. C'est lui qui l'a décidé, mais il faut qu'elle soit amicale. Bon, comme on s'entendait bien avec Henri Proglio, ça a duré une journée. Et pour la petite histoire, c'est le 1er avril 2011. Donc, quand on vous raconte ça le 1er avril, ça fait encore un peu plus bizarre. Donc, c'est pas grave. L'OPA a été amicale et EDF a lancé son OPA. On s'est fait un peu taper dessus par quelques actionnaires minoritaires qui trouvaient qu'on avait accepté un prix qui n'était pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Mais bon, le cours de bourse avait fait ça quand même pendant 3 semaines. Et quand il fait ça pendant 3 semaines, ça va assez vite. Et donc, on a dit à Henri Proglio, écoute, propose un prix avec une prime acceptable pour le marché. Nous, on s'en fout. Voilà. Donc, il nous a proposé un prix. Le marché a pris, même s'il y a toujours des grognons dans les actionnaires. Donc, il y en a toujours qui grognaient, mais les autres, la plupart ont pris. Et donc, EDF s'est retrouvé à avoir 100% d'EDF Énergie Nouvelle. Et là, ça fait tout drôle parce que moi, je dirigeais une boîte cotée où je passais 50% de mon temps à faire du business. 30% de mon temps à peu près à gérer les actionnaires, mais on en avait des centaines, et puis 20% de mon temps à faire du management. Je déteste ça, donc moins j'en fais, mieux c'est, mais à peu près une vingtaine de pourcents. Et puis là, je suis passé à diriger une boîte détenue à 100% par EDF. Et là, je dis, chouette, je vais m'enlever les 30% où je gère les actionnaires, donc je vais pouvoir faire 80% de business. Bon, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que je faisais plus que 20% de business et que je passais 80% de mon temps à protéger les équipes de toutes les équipes d'EDF qui avaient légitimement le droit de venir et poser plein de questions. Donc, j'ai dit à Henri Proglio, on ne peut pas. Voilà. Donc, ça fait 2 mois et j'en peux déjà plus. Donc, je vais partir. Non, attends. C'est les vacances. On est en mois de juillet. C'est les vacances. En septembre, ça va se calmer. En septembre, ça ne s'est pas calmé. Je vous la fais courte. En novembre, ça ne s'est pas calmé. J'ai été prendre un petit déjeuner avec Henri Proglio et je lui ai dit, je m'en vais. Et il a regardé Paris. Il a dit à Paris, et donc tu pars aussi. Et donc on part aussi. Voilà. Donc on lui a dit qu'on partait, mais qu'on avait le temps, qu'on accompagnerait le temps qu'il voulait jusqu'à qu'il puisse recruter nos successeurs. Et donc ils sont arrivés en février 2012. Et moi, je suis resté à accompagner pour être sûr que tout se passait bien pour tout le monde jusqu'à la fin de l'année 2012. Mais au milieu de l'année 2012, on s'est dit avec Paris, donc pardon, voilà, ça fait 14 pays, c'est des partenariats partout, parce que ça, c'est une autre chose qu'il faut garder en tête. On a souvent l'arrogance de penser qu'on est capable d'aller développer quelque chose ailleurs. On a déjà du mal à le développer chez soi. Je peux vous dire qu'ailleurs, si vous n'avez pas de partenaires locaux, on ne fait rien. Voilà. Donc, on avait un partenaire italien en Italie, un partenaire espagnol en Espagne, un partenaire portugais au Portugal. Aux États-Unis, on avait notre équipe d'Américains, donc c'était nous, mais c'était eux. Et dans chaque pays, on avait des partenaires. Et c'est comme ça qu'on a créé, comme ça qu'on a fait grandir EDF-EN. Ce n'est pas parce qu'on était plus intelligent que les autres, parce qu'on a accepté de partager avec les autres et avec des locaux. Donc, on a fait ça. Les chiffres, c'est ça. Et si vous regardez à la fin 2012, c'était... bon, c'était bien, voilà, c'était bien. Donc, on a fait un truc bien. Et puis donc mi-2012, on s'est dit avec Paris, OK, mais on va continuer, quoi. Donc, on va faire quoi? On s'est dit, bon, on avait fait beaucoup de renouvelables, mais beaucoup en Europe de l'Ouest, si vous avez regardé la carte, beaucoup en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Surtout en Europe de l'Ouest, dans des endroits où finalement, il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil. Donc, quand vous êtes au début d'une industrie, c'est-à-dire avec des coûts qui n'ont pas encore significativement baissé, parce que le solaire commençait à peine à baisser en 2010-2011, finalement, vous dépendez beaucoup des subventions. Et quand vous dépendez des subventions, les gens grognent. Et je vais être franc, on en avait marre des gens qui grognent. Donc on s'est dit, on va partir ailleurs. Voilà. Donc, on est resté à Paris parce qu'on adore Paris, mais on a été faire notre business ailleurs. Et c'est en fait Total Eren. Donc, on a quand même fait une petite centrale en France parce que sinon, on nous dit qu'on est des cochons. Donc, on a une centrale dans le sud de la France. Hein.
On en a fait quelques-unes dans les DOM et dans les tops, parce que ça, c'est ailleurs. Moi. Et puis, on s'est dit, on va aller vers les endroits où il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Alors on dit, c'est pas idiot, ils auraient pu y penser avant. Hein. Sauf qu'avant, dans ces endroits-là, c'est des endroits qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est des endroits qui n'avaient pas de subvention. Donc, il y a beau avoir du vent et du soleil, bah, à la fin, l'électricité qu'on produit est quand même un peu plus chère que ce qu'ils sont capables de faire. Sauf qu'on arrive en 2012, l'industrie allemande a fait baisser significativement, je vais revenir sur ça, je change. L'Allemagne a fait baisser significativement les coûts de tous ces équipements parce que l'Allemagne a mis à peu près, alors, je ne sais pas, les chiffres varient, mais à l'époque, c'est une centaine de milliards d'euros en subventions dans tous les sens. Et c'est l'Allemagne qui a offert au monde l'industrie du renouvelable. Voilà. Donc, l'Allemagne a foutu des subventions partout, ce qui fait que les coûts des équipements, par des effets d'échelle, parce que les industriels font leur boulot, les coûts des équipements ont largement baissé. Et quand on prend des équipements dont les coûts ont baissé et qu'on les met dans des endroits où le gisement est meilleur, ben, du coup, on produit de l'électricité où le coût n'est pas idiot. Il ne faut jamais oublier qu'on produit de l'électricité pas terrible. Parce que l'éolien et le solaire, c'est bien, mais ça produit l'électricité quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Donc, pas tout le temps. Et vous avez besoin d'allumer la lumière potentiellement quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Vous avez envie de charger votre voiture quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. Donc, on a de l'électricité que tout le monde appelle intermittente à juste titre. Et donc, ce n'est pas terrible. Donc, quand les gens disent « Ah oui, mais on produit de l'électricité moins chère que les autres », c'est vrai, mais ton électricité est pourrie. Voilà, parce que ton électricité, elle vient quand tu veux, plutôt que quand les gens en ont besoin. Donc, ce n'est pas la même. Voilà. Donc, on s'est dit, mais ce n'est pas grave, on va aller dans les pays où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Comme il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil et que les prix des équipements commencent à baisser sérieusement, on va produire de l'électricité qui est moins chère que leur coût de production à eux. Et donc, ils vont nous l'acheter. Certes, elle est intermittente, mais ce n'est pas grave. Puisqu'elle n'est pas chère, ben, ils vont la prendre pas chère. Et ils vont mettre leur électricité plus chère pour couvrir les trous où nous, on n'est pas capable de produire. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, on est parti loin. On est parti très loin. Et donc, on s'est mis à développer des pays un peu funky d'un point de vue risque. Et c'est là où le financement de projet retrouve encore plus de son intérêt. Parce que c'est là où on se dit, tiens, je vais aller dans un pays bizarre, mais si j'étais banquier, si je prêtais au projet qu'on n'a pas encore construit dans un pays bizarre, comment je ferais? Bah, je ferais en disant qu'il faut me couvrir tous les risques. Donc, il faut que je trouve des constructeurs qui sont capables de construire dans les pays bizarres. Il faut que je trouve des exploitants qui sont sérieux, qui vont être capables d'exploiter. Ça, à la rigueur, je peux le faire parce que ce n'est pas compliqué, l'éolien et le solaire. Mais il vaut mieux que j'en trouve un local. Il va falloir que je couvre le risque politique. Il va falloir que je couvre le risque de défaillance de mon acheteur d'électricité. Et c'est là où je reviens à mon introduction sur apprendre à comprendre le risque quand on est tout petit. C'est quand même pas idiot parce que derrière, on sait à peu près comment on va structurer ce machin. Voilà. Et donc, ce qui s'appelle maintenant Total RN, mais au début, ça s'appelait pas Total RN, ça s'appelait RN Renewable. Et RN Renewable, on a créé ça en 2012. Il y a quelques anciens d'EDF Énergie Nouvelle qui nous ont rejoints en 2013. Quand ils sont arrivés, parce qu'au début, on était 5, donc ça allait pas très vite. Quand ils sont arrivés, ça a commencé à s'accélérer. Donc, ça s'est accéléré en 2013. D'un coup, on avait des portefeuilles de projets à développer partout. On s'est dit, on va pas avoir assez d'argent. Alors, on en avait mis, surtout Paris, 250 millions d'euros de fonds propres, c'est quand même plutôt pas mal. Mais on s'est dit, on va pas en avoir assez. Donc, 2014, on lance une augmentation de capital, mais cette fois-ci, on s'est dit, on va le faire en privé, on va pas refaire la cotation à Paris, parce qu'en plus, quand on dit qu'on va aller faire du Brésil, de l'Argentine, du Chili, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, côté à Paris, c'est quand même pas terrible. Donc, il s'est payé un petit peu trop compliqué, que les investisseurs comprennent moins bien. Donc, on s'est dit, non, on va aller lever de l'argent, mais privé. On a fait une levée de fonds privés, 200 millions d'euros auprès de la BPI, tout le monde connaît, auprès de la famille Peugeot, tout le monde connaît, auprès de Tikeo, si vous ne connaissez pas, vous devriez, c'est une super institution financière en France, des gars vraiment bons, et plutôt super smart. Et avec la famille Allais, vous ne les connaissez pas, ils sont à San Francisco, les parents étaient les fondateurs de Promodex. Voilà. Donc, on a levé 200 millions d'euros auprès de ces gens-là, la moitié en 2015, l'autre moitié en 2017. Et puis en 2017, il y a un gros machin qui nous est arrivé, c'est Total, qui vient et qui dit je vais faire du renouvelable. Donc, mais c'est le début. Et puis, j'ai regardé, il y en a beaucoup qui en font, mais il n'y en a pas beaucoup qui en font en gagnant de l'argent.
Et comme nous, on a dans le pétrole des returns qui sont quand même un peu élevés, je préfère m'associer avec un gars qui gagne des sous. Voilà. Donc, je vais prendre une participation minoritaire. Je regarde, j'apprends, mais à un moment donné, je veux pouvoir racheter la boîte. On a déjà fait le coup, mais au moins là, on nous prévient un peu à l'avance. Donc, on a fait le deal avec Total en 2017. On a eu évidemment quelques trucs en contrepartie, je vais vous dire quoi. Ils ont investi 230 millions à peu près, 237 je crois, millions d'euros en 2017 pour avoir 23% de la société. Donc, on commençait à avoir des niveaux de valo qui étaient plutôt cool, mais on avait bossé, c'est normal. Donc, 237 millions pour avoir 23%. Mais surtout, ce qui nous intéressait plus, c'était l'accord industriel. Ce qu'on a négocié avec eux, c'est nous, on n'aime pas trop l'éolien offshore, donc vous le gardez. Nous, on aime bien l'éolien onshore, donc on veut avoir une exclusivité au niveau mondial pour le groupe Total Énergie. Vous ne venez pas nous casser les pieds. Partout dans le monde où on développera de l'éolien onshore, pour le groupe Total, ce sera nous. Et sur le solaire, on répartit un peu les géographies, parce qu'il y a les géographies où ils avaient développé, lesquelles? Celles de DFEN, hein, donc l'Europe, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Japon, et puis le Moyen-Orient, parce que c'est quand même un peu clé pour Total. Et on leur a dit, on vous laisse vos géographies, vous nous laissez nos géographies, mais de manière exclusive. On ne veut pas avoir des gars de Total qui viennent se balader parce que moi, je ne sais pas être concurrent de mon actionnaire. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et Patrick Pouyanné nous a dit, mais vous n'avez pas oublié, moi, je vais avoir mon option de racheter la boîte en 2023. Donc, on lui a donné cette option en 2017. On s'est dit 2023, c'est dans longtemps. Aujourd'hui, je me dis que finalement, c'est pas dans très longtemps. Mais donc, Total a l'option de racheter la boîte Total Eren en 2023. Et Patrick Pouyanné a déjà dit 250 fois publiquement qu'il allait exercer son option. Voilà. J'ai passé la moitié du Covid à lui expliquer qu'il y avait d'autres choses plus intelligentes à faire. Ce jour, il m'a dit, David, lâche-moi, je vais exercer mon option. Voilà. Donc, il va exercer son option sur la base d'un prix qui est tiré de l'expérience M&A, un multiple d'EBITDA moins la dette. Et là, j'étais avec mes amis banquiers en 2017 quand je leur ai dit, mais moi, je ne veux pas me discuter avec Pouyanné. D'abord, il est trop balèze, le gars. Il a une boîte qui est juste monstrueuse. Donc, il faut qu'on soit capable d'écrire, de réécrire à peu près le plan comptable. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont écrites dans le plan comptable et des choses qui ne sont pas écrites. Et l'EBITDA, ce n'est pas écrit. Voilà. C'est idiot, mais ce n'est pas écrit. Donc, il n'y a pas une notion d'EBITDA. Ça n'existe pas, ce truc-là. On peut le déduire, mais il y en a qui mettent des trucs, d'autres qui mettent d'autres trucs. Donc, on a écrit 16 pages avec mes amis banquiers sur qu'est-ce que ça veut dire l'EBITDA. Voilà. Donc, on a redescendu le compte de résultat et je vous dirai dans 4 mois si ça marche. On est censé, à la fin du mois de mars, leur dire ce que donne la formule de calcul et ils sont censés nous dire au mois d'avril si on se dispute ou s'ils font l'acquisition sur la base du prix qu'on leur aura donné. Voilà. Donc, ce qu'on a fait là, on s'est développé dans tous ces pays-là. Et ça aussi, s'il n'y a pas de partenaire, je peux vous dire que quand vous êtes en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Inde, c'est un pays compliqué. Il faut bien choisir ses partenaires. Non, mais c'est vrai parce que tous les pays ont une culture. Chacun a une culture différente et chacun comprend le risque d'une manière très différente et lit les contrats aussi de manière très différente, donc même quand ils sont signés. Donc, mais l'Inde, c'est un peu particulier. On peut en parler si ça vous intéresse. Je parle trop? Faut que j'arrête. Donc, ça s'est très bien passé. On a fait tous ces pays-là et on aura construit 3700 mégawatts. On a construit, c'était à la fin 2022, on a construit 3700 mégawatts, une centaine de centrales en une dizaine d'années et on trouve que c'est pas mal. Mais voilà les métriques, hein, plutôt pas mal. 2022 sera bien mieux, mais c'est normal, c'est l'année où on fait les comptes. Mais quand on a démarré, pour la petite histoire, quand on a démarré RN Renouvelable en 2012, on s'est dit avec Paris, mais quand même, on va aller dans les pays où il y a du vent, du soleil, mais c'est des pays où il n'y a rien. Hein. Donc, ça va être petit, ce machin-là. Ça ne va pas nous occuper toute la journée. Donc, vous verrez, on a créé une autre boîte qui s'appelle RN Industrie, dont je vais parler maintenant. En 2012, c'était juste pour être occupé toute la journée, ce qui était complètement idiot comme raisonnement parce qu'on a été occupé plus que toute la journée avec les activités renouvelables de Total RN. Le fait est que Total va racheter la boîte cette année. On a arrêté d'espérer qu'il ne le fasse pas. Et donc, on se dit, mais alors et maintenant, on fait quoi? Donc,
Je dis à Paris, on fait quoi? Parce que comme quand on a parlé, il avait 81 ans, je me suis dit, peut-être le gars va me dire, bah moi, je sais pas, mais ras-le-bol, quoi. Donc, et puis il m'a dit, mais attends, mais moi, je commence à peine ma deuxième vie de 80 ans. Donc on redémarre et on y va à fond les ballons. Donc, on y va à fond les ballons. Et donc, pour y aller, l'étape d'après, c'est de se dire, OK, il faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on sait faire et il faut savoir ce qu'on n'aime pas. Alors, ce qu'on n'aime pas, même si, en fait, on aime mais on ne sait pas le faire. Donc, je préfère dire qu'on n'aime pas mais c'est la production d'équipements industriels. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a essayé. On a investi, on a essayé, on s'est dit, tiens, nous aussi, on va produire des machins, des équipements qu'on va ensuite installer. Bon, le développement d'infrastructures est un art. On n'est pas trop mauvais, nos équipes sont vraiment bonnes pour faire ça. C'est un art. Gérer une ligne de production industrielle, quand on met des artistes à la tête de ce truc-là, c'est très rapidement une catastrophe. Parce qu'avec Paris, on a à peu près 2-3 idées par jour sur comment adapter le machin et faire mieux. Donc, on massacre à peu près toutes les boîtes industrielles, de fabrication en tout cas, parce que les vrais industriels, c'est les gens qui ont un plan et ensuite ils le déroulent. Le plan, il n'est pas bon, ils le déroulent quand même et ils changent, mais plus tard. Nous, on veut changer trop vite. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas faire ça. On déteste l'optimisation financière à outrance. Ça, c'est un truc qui est, en particulier dans le renouvelable, extrêmement populaire. C'est-à-dire, à la fin, les gens vous parlent en TRI fonds propres. Le TRI fonds propres est une ânerie de première catégorie. Parce qu'on peut tirer des TRI fonds propres à 200% et créer zéro valeur. Il suffit pour ça de mettre du leverage dans tous les sens, c'est-à-dire de la dette dans tous les sens, mais très peu d'equity. Vous en mettez tellement peu que même si on vous rend pas grand-chose, à la fin, ça fait des TRI formidables, mais vous avez fait tout ça pour rien. Donc, on peut revenir sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Donc, on n'aime pas l'optimisation financière, on aime investir pour de vrai, en fonds propres, dans nos centrales, avoir des vrais fonds propres. Et si le TRI fonds propres n'est pas bon, c'est que le projet n'était pas bon. Alors que si on en met un tout petit peu, on peut se raconter n'importe quoi. Et on n'aime pas l'extrême mise en concurrence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne répond plus depuis 2017 quasiment au moindre appel d'offres. Voilà. Parce que comme le renouvelable, c'est the place to be, hein, tout le monde veut venir là-dedans. Il y a des fonds infra, Total, hein, donc tous les pétroliers, il y a tous les électriciens de la Terre, il y a tous les développeurs de la Terre. Moralité, quand il y a un appel d'offres sur le prix, nécessairement, vous êtes sûr que le mec a gagné, a perdu, parce qu'il va avoir un projet qui n'a pas de rentabilité. Donc, on essaye de faire des trucs compliqués où on négocie de gré à gré. Et c'est quand même à la fin plus rentable, même si c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué à structurer. Donc, ce qu'on aime, c'est les nouveaux marchés, la structuration complexe, comme je vous disais, pour couvrir des risques, mais de manière ad hoc, pas de manière sauvage en demandant à quelqu'un de le prendre, les cash flows long terme et la création de valeur versus les IRR, j'en ai déjà parlé. Voilà. Et donc, on s'est dit avec Paris, il y a 2 ans de ça, hein, quand Guyane a tué tous nos espoirs, on s'est dit, bon, alors, on va faire quoi? Donc, on a dit, finalement, ce qu'on veut faire, c'est ce côté artiste. Donc, on veut créer des infras, on veut créer des projets. Si on veut créer des projets, il faut quand même qu'on ait un petit avantage technologique. Donc, mais il ne faut surtout pas qu'on produise nous. Donc, on va monter des partenariats ou acheter des boîtes où il y a des vraies équipes d'industriels qui ont une technologie un petit peu ou bien plus performante que les autres, et on va créer des infras qui utilisent ces technologies. Je vais vous raconter, c'est ça qu'on fait maintenant, c'est ça qu'on est en train de faire. Et ce qu'on adore, c'est aller loin, pas pour voyager, moi je voyage jamais, parce que je suis fatigué, mais parce que je préfère faire la tour de contrôle à Paris, sinon la boîte part en vrille. Mais par contre, on aime bien avoir des partenaires partout. Voilà. Et donc, qu'est-ce que fait RN maintenant, parce que elle le fait déjà maintenant, elle fait tout ça. Voilà. Je vais revenir sur ce que c'est. Hein. Ça, c'est le RN qui ne part pas chez Total. C'est pas Total RN, c'est le RN Industrie qu'on a commencé à créer en 2012 quand on s'est dit qu'on aurait du temps dans la journée après avoir fait le renouvelable. Donc, on fait de la thermique du bâtiment, je vais vous dire ce que c'est. On fait de la production, on va faire de la production d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Je vais revenir aussi là-dessus.
on s'amuse dans l'eau, dans le traitement de l'eau, c'est sympa, on fait des trucs sympas. Et puis, on aime bien la biomasse, on aime bien l'hydrogène et on aime bien le nucléaire de 4e génération. Et si la montre est à l'heure, je dis que je parle trop. Non, c'est bon. D'accord. Donc, premier pilier de ce que sera RN, enfin de ce qu'est RN Industrie et donc de ce que sera le groupe RN. La thermique du bâtiment. La thermique du bâtiment, on en parle tout le temps dans la presse. Il n'y a quasiment pas un jour sans avoir 10 articles sur les passoires thermiques. C'est ce machin qui consomme trop d'énergie pour donner du confort aux gens. C'est, je ne sais pas ici comment c'est, sans doute des trucs à faire, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on vient casser les pieds des gens, en particulier du monde du BTP, un petit peu de Saint-Gobain, même si on les aime bien, mais pour dire la solution qui consiste à refaire les enveloppes est une ânerie. Je me fais des ennemis partout, tout le temps, à chaque fois que je dis ça. Pourquoi? Parce que refaire une enveloppe, il y a évidemment des cas très spécifiques, isoler les cons, machin, il y a des trucs qui ne sont pas complètement idiots, mais si je ne provoque pas, le message ne passe pas. Pourquoi? Parce que quand on refait une enveloppe, le coût, ça se balade à peu près entre 100 et 200 euros du mètre carré de sol. C'est-à-dire, en fait, refaire une enveloppe, c'est quoi, hein? Si je prends un bâtiment, les murs sont troués, hein, l'énergie passe dans tous les sens, c'est une image, hein, l'énergie s'échappe en permanence et donc, globalement, on chauffe à fond, et la chaleur se tire et pour avoir un peu chaud dans la maison, il faut chauffer beaucoup. Voilà, donc c'est idiot, oui. Et donc, parce que, en fait, les trucs sont mal isolés. Donc, les gens du BTP disent, il faut venir et puis il faut en faire un thermos. Je vais remettre des trucs dedans ou dehors. S'il y a des gens du BTP, excusez-moi. Je vais remettre des trucs dedans ou dehors. Je vais fermer. Ça va être un vrai thermos. Les gens vont peut-être un peu étouffer dedans. C'est pas grave, on fera des petites aérations, mais au moins, ça ne sera plus une passoire thermique. Temps de retour de 95% de ces projets entre 100 et 200 ans. Voilà. Alors, sans subvention, évidemment. Si vous négociez des subventions et que c'est l'État qui paye, là, ça peut valoir le coup. Mais le temps de retour économique, quand vous faites refaire une isolation, il y a encore une fois plein d'exceptions, mais le temps de retour, vous faites à peu près 35% d'économie d'énergie en ayant surpayé très largement le coût. Donc, on s'est dit avec Paris, et ça date d'il y a 3 ans, on s'est dit, allez, on va se donner un challenge, c'est surtout lui, hein, parce que moi, je m'occupe de Total RN, donc je n'ai pas beaucoup de temps, mais son challenge, c'est de dire, on va réussir à économiser entre 50 et 60% de l'énergie consommée, il dit 70, mais comme moi, je suis prudent parce que c'est lui qui le fait, entre 50 et 60% de l'énergie consommée, de l'électricité, du gaz, du machin, pour produire le chaud ou le froid dont la maison a besoin pour faire du chauffage ou pour faire de la clim, 50 à 60% d'économie d'énergie, 70 à 95% d'économie de CO2. La fourchette est large parce que ça dépend essentiellement du mix énergétique du pays. Et tout ça de manière économique, sans avoir besoin de subventions, sans toucher à l'enveloppe que par de la technologie. Voilà. Donc, le challenge de la filière thermique du bâtiment d'EREN, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'il y bosse et on y est arrivé. Voilà. Donc, on va commencer à déployer des solutions avec une dizaine de boîtes qu'on a pour certaines acquises, pour d'autres où on a pris une participation minoritaire, ça dépend essentiellement du management, pris une participation minoritaire, d'autres où c'est un simple partenariat. Et toutes ces boîtes, ça sert à quoi? C'est des gens qui viennent en disant je ne touche pas à l'enveloppe, mais je vais améliorer la façon de produire ma chaleur pour le chauffage et de produire mon froid pour la clim, au point où je vais réduire ma consommation d'énergie de base, primaire, mais ce n'est pas primaire, donc le mot est pardon, mon énergie de 50 à 60% et je vais réduire mon empreinte CO2 de 70 à 95%. Et si vous vous dites, mais pourquoi on peut réduire l'empreinte CO2 mieux que l'énergie? Parce que j'économise 1 mégawattheure, j'économise la quantité de CO2 qui a été produite par le mégawattheure. Parce qu'on peut économiser et on peut aussi déplacer. À partir du moment où on déplace une consommation d'énergie d'un moment où le mix énergétique du pays est très carboné vers un moment où le mix énergétique du pays est beaucoup moins carboné, j'ai rien économisé en termes d'énergie. Je n'ai fait que déplacer la consommation. Par contre, j'ai économisé des émissions de CO2 puisque je consomme de l'électricité qui est beaucoup moins carbonée que ce que je faisais avant.
Ça, c'est toutes ces boîtes. Je vous donne une technologie parmi d'autres qui s'appelle le stockage intersaisonnier, où on s'est associé avec des gens qui s'appellent Accenta, ils sont au milieu là. Les gars font de la géothermie peu profonde. Et en fait, on va mettre des sondes géothermiques entre 150 et 200 mètres de profondeur et on va utiliser le sol comme thermos. Le sol à 150 mètres de profondeur a une température d'à peu près 12 degrés. Quand là où il fait 40, en bas, il fait 12. Quand là où il fait moins 5, en bas, il fait 12. C'est cool, c'est normal, c'est à 150 mètres, il s'en fiche un peu de ce qu'il fait en surface. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'été, quand vous prenez une pompe à chaleur et que vous produisez du froid, parce que vous avez besoin de clim, nécessairement, la physique fait que vous avez produit du froid, vous avez du chaud fatal et vous ne savez pas quoi en faire. Donc aujourd'hui, on le lâche. On met ça aux petits oiseaux. Donc, ce chaud-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'eau qui est donc chaude et on va la descendre dans le champ de sonde sous terre. Comme le sol est froid, pourquoi après, mais vous allez comprendre tout seul. Comme le sol est froid, je vais refroidir l'eau. Du coup, quand je récupère cette eau pour la mettre dans ma pompe à chaleur, parce que c'est un circuit fermé, au lieu d'utiliser de l'eau qui est chaude, j'étais chaude, ouais, j'étais en été, au lieu d'utiliser qui est chaude, je vais utiliser de l'eau qui est un peu moins chaude. Et du coup, pour faire du froid, comme j'ai de l'eau qui est déjà un peu plus froide, je vais consommer beaucoup moins d'énergie pour faire du froid. Mais en faisant ça, j'ai du coup réchauffé mon sol. Pas plus mal parce qu'après l'été vient l'hiver. En hiver, j'ai du coup mon stockage de chaud là en dessous. Et donc, je vais l'hiver utiliser ma pompe à chaleur. Ma pompe à chaleur, cette fois-ci, elle va faire du chaud. Donc, elle me fait du froid fatal. Je vais descendre mon froid dans le sol. Mais en fait, mon eau qui est froide va se réchauffer par la chaleur que j'ai accumulée pendant l'été. Et du coup, quand elle va remonter, elle a quelques degrés de plus. Mais c'est ces degrés-là qui coûtent hyper cher en énergie. Donc, c'est un exemple. Et la beauté, c'est que, évidemment, toute l'intelligence est plutôt dans les algorithmes que dans les champs de sonde, pour savoir dimensionner le champ de sonde, ne pas le faire trop gros, ça fait trop d'investissement pour rien, ne pas le faire trop petit parce que sinon, il n'y aura plus de réservoir l'été, avant la fin de l'été ou avant la fin de l'hiver, et d'être capable en permanence de gérer mon stockage sans aller mesurer la température en bas. C'est un exemple, mais c'est un exemple très significatif de ce qu'on fait. Chacune de ces boîtes a sa particularité. Il y en a qui font de la gestion de froid critique, il y en a qui vont faire des climatiseurs de nouvelle génération en rooftop aux États-Unis, c'est R2O qu'on a racheté en partie, et qui fait, on peut parler de technologie, on s'en fout, mais qui globalement produit du froid avec à peu près 40% d'énergie en moins. Voilà, chacune de ces boîtes a sa spécialité et c'est l'agrégation de toutes ces technologies qui nous permet aujourd'hui de faire des offres à des bâtiments comme celui-là. Paris, c'est un peu compliqué parce que le sous-sol est un peu occupé, mais en dehors de Paris, de faire des offres où on va garantir, en faisant l'investissement nous-mêmes, que les factures énergétiques vont baisser d'au moins 50%. Ça, c'est un métier. Le deuxième métier qu'on va faire, c'est celui-là. Celui-là, on l'a commencé chez Total Eren il y a 3 ans. Les accords sont encore en négociation avec Total, donc, mais vous en dire un mot. Il y a 3 ans, on s'est dit, et si on développait l'hydrogène? L'hydrogène, tout le monde en parle. Comment on fait de l'hydrogène? On peut faire de l'hydrogène, pour faire simple, de 2 façons. La première, c'est la façon d'aujourd'hui de l'hydrogène gris. Je prends du méthane, donc du gaz naturel, enfin une composante du gaz naturel. Le méthane, c'est du carbone et de l'hydrogène. Je casse les deux. Le carbone au plafond ça fait du CO2 et je récupère l'hydrogène. C'est ce que font aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, Air Liquide, Ligne 2, tous les gens qui font des gaz et tous les gens qui font de l'hydrogène, aujourd'hui, ils produisent de l'hydrogène dit gris parce qu'ils balancent des tonnes de CO2 là-haut. De temps en temps, ils le recaptent, ils essaient d'en faire un truc, mais globalement, ils le balancent quand même pas mal. Donc, ça, c'est l'hydrogène gris. Il y a une autre façon de faire de l'hydrogène, qui est, je prends une molécule d'eau, l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, je la casse, comme je vais casser la molécule d'eau, je vais avoir de l'hydrogène et de l'oxygène. Bon, manque de peau, il faut beaucoup d'énergie pour casser cette satanée molécule, donc il me faut de l'énergie pour faire de l'hydrogène. Pas très mal. Mais à l'époque, on s'est dit, tiens, mais il y a des zones dans le monde où il y a un vent de fou, où il y a un ensoleillement de fou, et où il y a des fois une combinaison en plus pas idiote entre du vent de fou la nuit et du soleil de fou le jour. Donc on s'est dit, on va avoir avec ça de l'électricité beaucoup moins chère. Alors vous me direz, mais pourquoi on n'a pas été produire là-bas? Parce que là-bas, c'est le sud-sud du Chili,
c'est le sud de l'Argentine, c'est dans des endroits où il n'y a personne, et pour cause. Il y a un vent de dingue, les gens n'ont pas envie d'aller habiter là-bas, et comme de temps en temps il y a un soleil dans les déserts du Maroc de dingue, les gens n'ont pas envie d'habiter là-bas. Donc il n'y a personne, et comme il n'y a personne, il n'y a pas de ligne électrique, comme il n'y a pas de ligne électrique, ça ne sert à rien d'installer des éoliennes là-bas, parce que l'électricité qu'on a n'est pas chère, mais on ne sait pas la transporter, on ne sait pas l'envoyer aux gens qui veulent la consommer. Donc il y a des sites qui sont remarquables dans pas mal d'endroits du monde, mais qu'on ne peut pas exploiter aujourd'hui parce qu'ils sont trop loin des réseaux électriques. Et donc, on s'est dit, donc je suis allé voir Total il y a 3 ans et je leur ai dit, on va aller développer ces sites. La réaction a été, mais pourquoi tu ferais ça? L'hydrogène, ça va être cher, le gaz naturel, c'est pas cher, il faut plutôt créer des concurrents au pétrole, c'est le pétrole qui fait beaucoup de CO2. Même Total, hein, donc quand les gens grognent sur Total, Total réfléchit systématiquement à comment réduire l'empreinte CO2. Mais je ne vais pas entrer dans ce truc-là parce que ça fait de la polémique pour rien. Et donc, pendant 6 mois, on a fait de la stratégie. Bon, au bout de 6 mois, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y aurait pas de réponse. Voilà, on n'en sait rien. Et aujourd'hui encore, on n'en sait rien. Si ce que je vous raconte, ça a un sens ou ça n'a pas de sens. Hein. On ne sait pas. Mais j'ai dit, si on continue à réfléchir, ben, on ne saura toujours pas. Et en attendant, les terrains, ils me passent sous le nez. Donc, j'ai dit, continuez à réfléchir. Moi, je vais aller jeter une vingtaine de millions d'euros par la fenêtre et on va aller prendre des terrains. On va aller prendre des terrains dans le sud du Chili où il y a un vent de dingue. On va aller prendre des terrains dans le sud de l'Argentine où il y a un vent et potentiellement une combinaison avec du solaire à certains endroits qui n'est pas idiote du tout. On va aller essayer, j'ai toujours pas réussi, mais on travaille encore, à récupérer des terrains au Maroc. On a récupéré des terrains, on essaye de récupérer des terrains en Colombie, on essaye de faire des deals en Tunisie, des deals en Égypte, beaucoup en Australie, parce qu'à ces endroits, il y a des gisements qui sont formidables et c'est celui qui les tiendra qui aura la valeur de ces gisements. Alors peut-être que ces gisements ne valent rien parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas transporter l'électricité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas transporter l'hydrogène non plus. Et donc, il faut aller sur une chaîne qu'on connaît bien, qui est « je fais de l'électricité, pas cher », jusque-là, ça va. Je casse la molécule d'eau avec mon électricité pas chère, il m'en faut beaucoup, mais ce n'est pas grave, c'est pas cher. Je prends mon hydrogène, je ne sais pas quoi en faire, donc je vais la mélanger avec de l'azote pour faire de l'ammoniac, et l'ammoniac, c'est liquide, donc j'arrive à le transporter. Ça me manque de peau, les gens en bout de chaîne n'ont pas trop envie d'ammoniac, ils veulent de l'hydrogène, donc il faut que je recasse ma molécule d'ammoniac pour refaire de l'hydrogène. Quand j'ai fait tout ça, à la fin, mon hydrogène commence à devenir un peu cher, mais il est vert. Et à la fin, on a fait des calculs pendant je ne sais combien de temps, qu'on continue encore aujourd'hui, et je vous dis, on ne sait toujours pas si ce truc-là a du sens. Mais ma réflexion à Total, c'était de dire, on a un problème, on a un double problème, c'est l'Europe et l'Asie. L'Europe est structurellement déficitaire en énergie. On peut parler à un moment donné de la loi, machin, truc, qui fait de l'incantation. Hein. On n'a pas d'énergie. Alors, le charbon, c'est dégueulasse, donc j'en parle même pas, mais on n'a pas de pétrole, c'est dégueulasse. On n'a pas de gaz, moins dégueulasse, mais on n'a pas de gaz, mais on n'a pas de vent. La réalité, c'est qu'on n'a pas de vent et qu'on n'a pas de soleil. Alors, il y a le sud de l'Espagne où il y a un peu de soleil, une partie du Portugal, il y a du soleil, le sud de l'Italie, mais tout ça, c'est pas terrible. Et surtout, on a des habitants qui veulent pas. Ils veulent pas d'éoliennes. Ça fait 20 ans que j'essaye. En France, on ne veut pas d'éoliennes parce que ça défigure le paysage. Et on ne veut pas de panneaux solaires parce qu'on veut garder nos terres agricoles pour faire de l'agriculture. Je ne juge pas, c'est un fait. On n'en veut pas. Voilà. Donc, on va en faire plus. En Allemagne, on va en faire beaucoup plus puisque les Allemands sont un tout petit peu plus disciplinés. Mais on n'a pas assez d'énergie, de gisements naturels d'énergie en Europe. Et en Asie du Sud-Est, ils ont exactement le même problème en pire. Ils ont encore moins de vent que nous. Et ils ont encore moins de soleil que nous. On croit qu'il fait beau, il y a des pays où il fait très beau, mais il fait beau sur la plage, mais dans le reste des pays, il ne fait pas beau. Et puis, comme il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup de nuages, et quand il y a beaucoup de nuages, le soleil n'aime pas. Donc, on a 2 zones de population ultra denses, ultra consommatrices d'énergie qui n'ont pas d'énergie. Et donc, à la fin, comment on a emporté le morceau? J'ai dit à Total, écoute, j'en sais rien si ce truc-là, ça a marché. Ce que je sais, c'est que là-bas, j'ai du vent et du soleil. Je vais réserver les terrains, ça va me coûter du fric. Mais si l'Europe et l'Asie on ne trouve pas les moyens technologiques pour ramener efficacement cette énergie vers nous, alors on ira mettre nos usines là-bas.
quoi qu'en disent les politiques, quoi qu'on dise de la réindustrialisation de nos pays, on réindustrialisera pas nos pays, on ira mettre nos usines là-bas, parce que sinon, on va tuer la planète. Voilà. Donc, si on veut fabriquer quelque chose avec de l'électricité propre, on va la chercher ailleurs parce qu'on n'en a pas. Et si on va la chercher ailleurs, on la ramène ici. Et si on ne sait pas la ramener, eh ben, il faudra mettre les usines robotisées là-bas. Parce que si les gens ne vivent pas là-bas, c'est parce qu'il y a une raison, ils n'ont pas envie d'aller vivre là-bas. Donc, aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de projets en développement. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque projet fait à peu près 30 milliards d'euros d'investissement potentiel. Voilà, donc 300 milliards d'euros d'investissement. Et on ne s'arrête pas de développer. On a dit à Total à l'époque, j'ai dit à Total à l'époque, je le développe. Si à la fin, vous n'en voulez pas, on le garde chez RN. Bon, finalement, ils nous ont dit maintenant qu'ils le veulent. Donc, ils vont acheter 100% de l'activité Total RNH2, mais on avait négocié qu'on a l'option de récupérer 20%. C'est ce qu'on est en train de discuter avec Total sur comment ça marche une gouvernance à 20-80, quand le petit a 20 et le gros a 80. Ça va bien se passer. Donc, voilà, ça, c'est le genre de projet qu'on est en train de développer. 120 000 hectares, c'est une photomontage, il n'y a rien encore sur le site. 120 000 hectares, c'est grand, entre le détroit de Magellan et la frontière entre le Chili et l'Argentine. C'est juste une merveille. Il y a du vent tout le temps. On ne sait même pas comment on va faire pour lever les éoliennes, tellement il y a du vent. Il y a du vent tout le temps. On a des facteurs de charge que nos gars au bureau vent ne connaissent pas. En fait, on ne savait pas que ça pouvait exister, un machin comme ça. C'est du vent régulier en permanence à des vitesses monstrueuses. Et donc, un jour, dans 5 ans ou dans 10 ans, j'en sais rien, mais un jour, on aura des éoliennes là-bas et on va produire de l'électricité pour en faire quoi? Sans doute de l'hydrogène. Et puis, si ce n'est pas de l'hydrogène, on fera autre chose avec. Voilà, sur des choses qui sont plus petites mais marrantes, parce qu'il faut varier les plaisirs, on a pris 50% dans une boîte qui s'appelle Phytorestore, et que je trouvais très sympathique. Les gars sont venus nous voir en nous disant, notre métier, ils ont une installation, une bioferme, comme ils l'appellent, de phytorestauration à Brosse-Monceau, à côté de Paris. Les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils accueillent des boues organiques liquides. Les boues organiques liquides, ça fait très smart, c'est des fosses septiques, enfin, c'est des trucs qui ne sont pas très réjouissants. C'est aussi des bassins de retenue d'eau où à la fin, il y a un peu d'organique, il y a des feuilles, il y a des machins, il y a du végétal, il y a on ne sait pas quoi. Mais à un moment donné, c'est de l'eau avec des cochonneries dedans. Donc, de l'eau avec des cochonneries dedans, on peut les amener chez Veolia, chez Suez ou chez Sor dans les usines de traitement d'eau. Sauf qu'ils n'aiment pas trop parce que c'est quand même bourré d'eau. Voilà, donc, et puis, ça coûte cher, le process pour traiter tout ce machin-là. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont développé un concept où ils font, pour le dire simplement, mais il ne faut pas que je dise que j'ai dit ça, des jardins filtrants. Donc, en fait, ils font de l'élevage de bambou et autres végétaux, et ils vont mettre un casier. Dans ce casier, ils vont mettre des végétaux les uns à côté des autres. Il y a beaucoup de science là-dedans, hein, mais les uns comme ça. On va déverser les boues liquides, des boues organiques. Les machins vont nettoyer, les végétaux vont absorber, nettoyer les cochonneries qu'il y a là-dedans et surtout capter la matière organique pour la descendre au fond et laisser s'évaporer l'eau. Je leur ai dit, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites alors? Comment ça marche ce machin-là? Les gens nous payent pour se débarrasser des boues liquides. Donc, la ferme est équilibrée financièrement, mais en plus, à tous les 4 ans ou tous les X années, ça dépend de la taille du machin, on va vider le casier. Et quand on vide le casier, on a plein de matière organique. Avec cette matière organique, on fait du compost. Le compost, on va le vendre et on va gagner du fric. Ouais, c'est sympa. Et l'eau, l'eau, on la laisse s'évaporer. Et pourquoi? Parce que ça marche très bien et puis on laisse l'eau s'évaporer. Donc, très bien, on laisse l'eau s'évaporer. Et donc, on leur a dit, donc ce truc-là nous a beaucoup plu. On a pris 50%. On est en train d'en construire une nouvelle. On va démarrer la construction d'une nouvelle à côté de Lyon. On est en train d'en lancer une, j'espère bientôt à Nantes, une à Toulouse, une à Bordeaux. Ça fait 10 ans qu'ils ont fait la première. Et on leur a dit, c'est bon, mais nous, on s'en fout. Donc, il faut y aller maintenant. Donc, c'est des investissements, c'est des petits machins. Ça fait 3 millions d'euros. Il va falloir les faire. Et puis, dès qu'on aura fini d'équiper la France, on va aller équiper le reste des pays européens d'abord, parce qu'il faut quand même que les gens payent pour se débarrasser des boues. S'ils ont le droit de les jeter dans le fleuve, c'est dégueulasse, mais du coup, ils ne vont pas payer pour nous les déposer. Et puis, je leur ai dit, mais on ne peut pas faire autre chose. Il m'a dit, oui, on a un peu plus de surface et on produit du miscanthus. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est du miscanthus. Miscanthus, c'est une plante qui pousse très vite avec très peu d'eau et qui a un contenu énergétique très fort. Donc, c'est de la biomasse énergétique. C'est du bois
pour faire de l'énergie, en fait. Voilà. Et donc, j'aurais dit, mais on ne pourrait pas faire plus de miscanthus. Ah si, on pourrait faire plus de miscanthus parce que nous, on est agriculteurs avant tout. Et donc, on est intégré dans le monde agricole. Et dans le monde agricole, il y a les parcelles avec de la terre qui a une valeur agronomique élevée où ils vont faire pousser des céréales, des pois, des machins, des trucs. Mais il y a aussi beaucoup de terres qui s'appellent des terres marginales dont on ne sait pas quoi foutre. Et puis les gens, jamais, au grand jamais, on va mettre des panneaux solaires là-dessus parce que c'est quand même de la terre agricole, mais c'est de la terre agricole sur laquelle on ne peut rien pousser. Il dit, le miscanthus, il pousse, oui, le miscanthus, il pousse, lui, parce que lui, il n'a pas besoin de beaucoup de valeur agronomique. Lui, au pire, on lui met un peu de compost, et puis l'eau qu'on laisse s'évaporer, peut-être qu'on va arrêter de la laisser s'évaporer et qu'on va l'utiliser pour arroser les terres marginales. Ah, donc là, on a dit, maintenant, on change de business model. On va faire les casiers, parce qu'il faut débarrasser la planète de ces bouts liquides dont on ne sait pas quoi foutre. C'est zéro rejet, zéro déchet. Hein. Donc, c'est un super slogan. Ça pollue rien. Voilà. On récupère toutes les cochonneries qu'on absorbe, on les garde. Et j'ai dit, mais les gars, maintenant, on va changer. Au lieu de faire quelques hectares pour faire votre ferme, là, vous allez prendre quelques dizaines d'hectares, mais surtout, je ne veux surtout pas que vous sortiez le monde agricole. Vous laissez le monde agricole et vous faites des partenariats avec eux pour utiliser leurs terres marginales pour aller me produire du miscanthus ou de la biomasse ou n'importe quoi qui contient de l'énergie, mais qui n'est pas en concurrence avec l'agriculture. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a pris une participation dans une autre boîte qui s'appelle Hafner Energy. Ces gars, Hafner, Philippe et Marc, c'est des gars qui vivent dans la biomasse depuis 25 ans, peut-être même un peu plus. Voilà. Ils ont fait de la combustion de biomasse, ils ont fait plein de trucs. La biomasse, c'est du bois, on brûle, on récupère de l'énergie, on fait de la chaleur ou on fait de l'électricité. Et les gars, ils ont développé une nouvelle technologie, ça s'appelle de la thermolyse de biomasse. Donc, moi, pour les énerver, je dis que c'est un four. La vérité, c'est que c'est un four où il n'y a pas d'air. Donc, comme il n'y a pas d'air, on est capable de monter en température à 5 et 600 degrés. On n'est pas pollué avec ni l'oxygène ni l'azote de l'air. Et on va éclater la molécule de la biomasse. Donc, la biomasse, c'est, mettez un bout de bois. Dans un bout de bois, il y a plein de choses, mais il y a beaucoup de carbone, puisque la plante a capté le CO2 pour grandir. Par définition, comme elle a capté le CO2 et qu'elle a capté de l'eau, il y a de l'eau, enfin de l'oxygène, et il y a de l'hydrogène. Et donc, les gars, ils éclatent la molécule. Une fois qu'ils ont éclaté la molécule avec un procédé plutôt smart, le carbone retombe en paillettes, et donc ils récupèrent ce qu'on appelle du biochar. C'est des paillettes de carbone pur, c'est de la mine de crayon, pour faire simple. Donc, ils récupèrent ce machin-là. Et la mine de crayon, c'est vachement bien pour les agriculteurs parce qu'on met ça sur les terres et ça enrichit, mais surtout, ça capte l'eau et ça laisse redescendre l'eau dans les terres de manière beaucoup plus lente. Donc, il n'y en a jamais trop, il n'y en a jamais pas assez. Donc, le biochar coûte très cher, près de 150-300 euros la tonne, parce que ça sert beaucoup aux agriculteurs. Donc, ils vont capter le carbone et un gaz où il y a de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Je vais arrêter avec la technique. Ce qui m'intéresse, c'est l'hydrogène. Donc, soit on prend ce gaz, on le brûle et ça fait de l'énergie, où il y a beaucoup moins de carbone que si j'avais brûlé la plante, puisqu'il y a la moitié que j'ai ramené à la Terre et qui est un puits de carbone qui ne s'arrêtera jamais. Ou alors, je fais encore mieux, je sépare ces deux gaz, je prends l'hydrogène pur, le monoxyde de carbone, je vends le monoxyde de carbone, tout ça est un peu plus compliqué que ce que je raconte. Et l'hydrogène, je vais vendre l'hydrogène, mais cette fois-ci, il est super vert à des gens qui ont besoin d'hydrogène pour décarboner leur industrie. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit à Phytorestore, vous allez augmenter votre production de biomasse, parce que j'adore Hafner, mais Hafner, ce qui ma crainte, c'est de ne pas avoir assez de biomasse, parce que tout le monde veut de la biomasse aujourd'hui pour les foutre dans des cheminées, pour les foutre dans les machins. Donc, on a recréé une chaîne qui n'existait pas, en montant deux partenariats, en prenant deux participations dans des boîtes qui ne se connaissaient pas, une qui prend les bouts, donc faux sceptiques, hein, donc des déchets humains, hein, une qui prend les bouts, qui fout ça dans l'eau, ça fout ça dans l'eau avec les plantes, ils récupèrent le compost, avec le compost, ils font de la biomasse énergétique, avec la biomasse énergétique, je la prends, je la mets chez Hafner, et avec Hafner, je fais de l'hydrogène. Et donc, j'aime bien dire qu'on va se marrer parce qu'on va transformer les mers des gens en hydrogène, qui est le produit star du jour pour beaucoup d'industriels. Bon, je crois que je vais m'arrêter. Orege, c'est un machin qui vient casser les pieds de Veolia et qui vient casser les pieds de Suez. Donc, comme Veolia et Suez n'ont pas été gentils avec nous, on leur a dit d'arrêter de travailler en France et maintenant, ils cartonnent au Royaume-Uni. Je suis très content, ils vont revenir en France. C'est un machin qui fait du traitement des boues dans les stations d'épuration. Les boues dans les stations d'épuration, c'est ce liquide marron
dont on ne sait pas quoi foutre parce qu'en fait, on a un problème, on n'arrive plus à séparer l'eau de la matière sèche. Et donc, on a un liquide, à la fin, il y en a beaucoup, désolé, qui finissent dans des incinérateurs, c'est-à-dire on utilise de l'énergie pour brûler de l'eau. C'est un des trucs les plus idiots qu'on arrive à faire, mais parce qu'il n'y a pas de solution. J'ai mis en point une technologie où on va bombarder cette boue avec de l'air à très haute vitesse, de sorte qu'on va casser les liaisons colloïdales entre la matière sèche et l'eau, et on va insérer des petites bulles d'air à l'intérieur de la matière sèche, ce qui fait que la boue, après, quand elle passe, l'eau s'écoule et elle a la couleur de l'eau. C'est plus un liquide marron homogène, donc on n'arrive plus à séparer. Et la boue, c'est une éponge, personne n'a envie de la prendre dans la main, mais c'est une éponge qui se tient toute seule, avec encore beaucoup d'eau à l'intérieur, mais tellement moins. Et maintenant, on est en train d'accélérer pour utiliser Orege dans les bouses de digestion, mais je ne vous raconte pas ça parce qu'on ne va pas s'en sortir. 5 minutes, comme ça, on 5 minutes, j'ai fini, non j'ai fini. Voilà, et ça, c'est notre jouet pour dans 5 ans. C'est Narea. Narea, c'est une start-up française qui a développé une technologie de nucléaire de 4e génération, où en fait, on va prendre des sels fondus. Les sels fondus, c'est du sel de table, hein, pour faire simple, hein, c'est du NaCl, hein, donc du sodium et du chlore, hein, c'est sel de table. On va prendre le sel de table, on va le monter à 600 degrés, on va prendre, je dis déchets, mais ce n'est pas des déchets, il faut appeler ça du combustible usé, les combustibles usés de l'industrie du nucléaire. Donc vous savez que quand on met de l'uranium dans une centrale nucléaire, on met de l'uranium, la réaction se fait, quand on a à peu près à 5% du crayon qu'on a utilisé, le reste, on doit arrêter parce qu'il y a un risque, il ne faut pas rentrer dans le détail, et donc on met ça dans des piscines et on ne sait plus quoi foutre avec ces trucs-là. Donc ça fait partie des combustibles usés qui sont stockés parce qu'on ne sait plus quoi foutre avec et qu'on ne va pas s'en débarrasser pendant des milliers ou des millions d'années. Donc, ce que les gars ont développé, c'est une technologie où on va faire un cœur, on va mettre un sel fondu, du coup, on n'a plus besoin de barreaux d'uranium, on va prendre les déchets dont les gens ne savent pas quoi foutre, on va les faire fondre dans notre sel, on va avoir une soupe. Dans cette soupe, comme l'uranium et tous les produits fissibles vont être proches les uns des autres, on démarre la réaction et on va avoir une réaction nucléaire, dite avec des neutrons rapides. Donc, on fait de la neutronique rapide, c'est-à-dire qu'on va être capable de bouffer la totalité de l'uranium et du plutonium qu'on aura foutu là-dedans. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de fermer le cycle du combustible. On vient prendre, je vais les appeler comme ça, même si ce n'est pas politiquement correct, les déchets du nucléaire, dont on ne sait pas quoi foutre, on va les mettre dans la soupe. Dans la soupe, ils vont réagir. La réaction est auto-entretenue pour tout un tas de raisons. C'est bourré de sécurité passive. Sécurité passive, c'est je ne fais rien et la réaction s'arrête. Il n'y a pas de risque d'explosion, il n'y a pas de risque de fusion du cœur. Il y a très, très peu de risques. Pas d'eau pour refroidir. Dans les centrales nucléaires, le pire, c'est l'eau. Pour plein de raisons, ça vous intéresse, je vous expliquerai. Le pire, c'est l'eau. Donc là, il n'y a pas d'eau. Et l'objectif de ce truc-là, c'est de faire un cœur qui va tenir là, dans un container, faire du plug and play. Le cœur est fabriqué par impression, fabrication par impression 3D. On va fabriquer ce machin, remplir avant de finir l'impression 3D, on remplit, on ferme, on branche la prise et le machin produit de l'électricité pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend de quelle puissance on veut tirer. Voilà. Ils en sont à plus que le début, on a déjà claqué pas mal de sous. Hein. Moi, je mesure toujours au nombre à la quantité de sous qu'on a claqué. Hein. On a déjà claqué beaucoup, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, je ne vais pas revenir au début, hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce machin-là, c'est ce qu'on aime faire. C'est-à-dire aller s'associer avec ces gens-là. Chez Hafner, on a pris quelques pourcents du capital. Chez Phytoressor, on a pris 50%. Chez Narea, on a pris quelques pourcents. Par contre, avec tous, Phytoressor, ce n'est pas la peine, avec Hafner et avec Narea, on a fait un accord où eux vont développer leur technologie, industrialiser leur technologie. Par contre, on crée une JV à XY, hein, à 2 avec eux, et c'est cette JV qui va déployer la technologie. Parce que ça, on sait faire.
aller développer des projets un peu partout dans le monde qui vont produire de l'hydrogène, aller développer des projets un peu partout dans le monde qui vont produire de l'électricité à partir du nucléaire, ça, on sait faire. Donc, le partenariat, c'est clair, vous faites votre boulot et nous, on va aller chercher nos développeurs partout dans le monde, nos partenaires partout dans le monde et on va développer des projets de centrales nucléaires, ça serait marrant, ou de production d'hydrogène. Voilà, et j'ai fini. Donc, RN Group, pour la petite histoire, c'est ça. C'est la partie qui est entourée dans le pointillé, c'est Total RN, parce que malheureusement, ça va bientôt partir chez Total Énergie. C'est Total RN H2 où il y a au moins 80% qui va partir, mais les 20% qui restent, comme je disais, c'est équivalent potentiellement de 50 milliards d'investissements pour les 20%, donc on en aura assez avec Paris. Et dans la partie RN Industrie, c'est la thermique du bâtiment, la production d'énergie bas carbone, le traitement des eaux usées. Et pour la petite histoire, même si ce n'est pas là-dedans, on a une autre grosse activité qui nous amuse, enfin qui nous intéresse beaucoup, c'est le sport, puisque Patrick Mouratoglou, le fils de Paris, est un coach bien connu en France et partout dans le monde. C'était le coach de Serena Williams, maintenant de Simona Alep. Et on a une académie dans le sud de la France où on a Tsitsipas et beaucoup de stars du tennis. Et donc, on va, pendant beaucoup d'années, on était très pris par les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a une non-compete pour 3 ans, donc je ne vais plus pouvoir en faire, une non-concurrence pendant 3 ans. Mais donc, on va passer un petit peu de temps et on va déployer une partie du cash vers ces activités de sport et de bien-être parce qu'on trouve que c'est sympa et parce que ça se complémente bien avec tout ce qu'on fait. Voilà. Désolé, j'ai été trop long. J'ai envie de le remercier pour son exposé précédent, mais je voudrais d'abord le remercier parce qu'il a fait un effort de concision. On sent qu'il peut encore continuer. Et heureusement, il nous a gardé un peu de temps pour les questions. Et je vais honteusement profiter du privilège de le premier et je vais poser la première question qui m'a interpellé. Pourquoi pas l'offshore? Pourquoi vous n'avez jamais, avec Paris, mis dans l'offshore éolien? Ok, pour 2 raisons. D'abord, la raison première. L'offshore, c'est très compliqué. C'est des risques qui sont largement plus importants. Moi, je dis toujours que quand on regarde l'éolien, la rentabilité d'un parc éolien n'est pas géniale. Mais si on fait bien le boulot, le risque est extrêmement faible. Voilà. Dans l'offshore, la rentabilité n'est pas meilleure, mais le risque est énorme. Et on n'arrive pas à le couvrir. Construire un parc offshore, c'est très compliqué. Ça l'est moins maintenant parce que tous les industriels ont développé des technologies, des bateaux, des machins qui permettent de faire de l'offshore avec moins de risques, mais c'est un risque qui n'est pas rémunéré par la rentabilité d'une infra. Moi, si on fait une infra avec des TRI projets, parce que j'aime pas les TRI fonds propres, qui sont à 10%, 11% après impôt, je veux bien faire de l'offshore. Aujourd'hui, c'est 4. Voilà. Donc à 4, je ne fais pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a fait de l'offshore quand on était chez EDF. Donc, on a construit Seapower, un des premiers parcs d'offshore en Belgique. Ça a été un cauchemar. Un cauchemar. Les gars ont tiré le câble. Je vous en raconte une, mais parce qu'il y en a 12. Hein. Ils ont tiré le câble. On était en limite parce qu'après, c'est la mauvaise saison, la mer n'est pas bonne, on ne peut plus y aller, machin. On a été tiré le câble, je crois qu'il y avait 25 km de câble pour ramener l'électricité à terre, parce qu'à un moment donné, il faut la ramener quand même. On a tiré le câble, il restait 4 km. Le câble s'est pris dans un machin au fond de la mer. Impossible d'aller le retirer. Ils ont tiré, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait à la fin. Ils ont coupé le câble, ils m'ont abandonné 20 km de câble dans la mer et ils m'ont dit on recommence dans 6 mois. Voilà. Et on a pris 6 mois de retard. Voilà. Donc ça, c'était la première expérience, mais à la fin, on a réussi. Le projet, finalement, a une rentabilité pas mauvaise parce que c'était les premiers. Et le deuxième, c'est que j'ai passé une année presque à la fin, hein, entre Noël et Nouvel An, tout 2010, l'hiver 2010, à préparer l'appel d'offres français sur le premier appel d'offres de l'éolien offshore. Et j'avais dit à EDF, je veux bien participer, mais je participe à mes conditions. Ça a intérêt d'être rentable. Si je perds, mais si on gagne, ça sera rentable. Donc, on a remis notre offre, on avait gagné les 4. L'État, par un tour de passe-passe, trouvait que ce n'était pas juste, donc on peut truander le truc, et puis ils nous ont donné 3 à EDF Énergie Nouvelle. On les a gagnés avec des beaux niveaux de rentabilité. C'était 2011. On a signé les contrats en 2011.
Le premier a été fini l'année dernière. Voilà, donc c'est un peu trop long. Moi, j'en ai un peu pressé. Voilà, donc voilà pourquoi j'aime pas l'offshore. Mais pour finir, la vraie raison, c'est vraiment un problème de rentabilité. C'est quand les gens se fixent pour objectif d'avoir 30 000 mégawatts, ils sont obligés d'aller vers l'offshore parce que c'est des tranches d'un demi ou d'un gigawatt. Et donc, quand il y a trop de gens qui sont obligés d'y aller, à la fin, ça fait une rentabilité pourrie ou des risques stupides. Voilà. Mais... OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. Pourquoi vous trouvez que c'est une mauvaise chose que Total et Rennes soient intégrés à Total? Et comment vous voyez vos équipes s'intégrer à la nouvelle organisation? Non, pourquoi c'est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose pour Total et Rennes, c'est une mauvaise chose pour moi parce que j'en serai plus actionnaire. Donc c'est très égoïste. Hein. C'est juste parce que moi j'aime bien la boîte et que j'aurais préféré rester actionnaire de cette boîte. Aujourd'hui, on a le meilleur des deux mondes. On a l'agilité, la flexibilité, la rapidité du développeur. Les décisions se prennent quand les dossiers sont bien préparés, mais les décisions se prennent en minutes. Moi, on a des comités tous les lundis, mais le lundi, on décide. On ne reporte pas à un autre comité. Voilà. Donc, on a une organisation qui est petite. On est 600 personnes dans le monde, ça 600 à peu près 700. Ah mince. Donc, on est 700. Mais la dernière fois, on était que 600. Donc, on est 700 dans le monde, mais ça décide hyper vite. Voilà. Ce qu'un grand groupe ne peut pas faire, ça passe d'un comité à l'autre, ça passe d'un truc, machin. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. On a ce côté agile et rapide qu'a la petite boîte. À l'inverse, on a le nom Total et la puissance de frappe de Total. Donc, depuis 2017, moi, j'ai le meilleur des deux mondes. Mais j'avais le meilleur des deux mondes chez EDF Énergie Nouvelle. Hein. Je veux dire, le partenariat entre des privés et une énorme boîte, c'est un truc qui ne marche pas parce que le privé essaye toujours de piquer dans la poche de l'énorme boîte. Donc, il faut être franc. Hein. Je veux dire, avec Paris, on n'a jamais essayé de piquer le moindre sou à qui que ce soit. Voilà. Donc, et ça marche bien que pour cette raison. Hein. En fait, le privé, au bout d'un moment, il ne peut pas s'empêcher. Il essaye d'avoir un deal un peu truandé. Donc, aujourd'hui, on a le meilleur des deux mondes. Bon, moi, j'ai dit à Total, gardons le meilleur des deux mondes. On garde notre moi, je ne veux pas vendre. On n'a pas besoin de sous. Je ne veux pas vendre. Je garde la boîte. Tu gardes la boîte. Je te vends une participation pour que ce soit toi le majoritaire. On trouve une gouvernance qui marche et on met tout ça en bourse. Bon, je comprends que Total ne veut pas ça parce que Total ne veut que le renouvelable devienne un des piliers dans la stratégie de Total Énergie. Et donc, ça ne peut pas être dans une société cotée, filiale de Total, qui aurait une semblant d'indépendance ou d'autonomie. Voilà. Après, pour les équipes, le renouvelable chez Total, c'est né à peu près en 2017. C'est un gars qui s'appelle Julien Pouget qui a créé ce truc-là à l'intérieur de Total, qui a été mis en dehors de la tour Total, dans la tour CBX, pas trop loin quand même, parce qu'on va pouvoir le choper, mais pas dans la tour Total, avec des moyens, avec une liberté. Et j'ai connu comment est né le deal avec Total. Hein. C'est qu'il y a un banquier, un ami commun, qui m'a appelé en me disant, écoute, il y a un gars, il vient d'être nommé patron du renouvelable chez Total, tu veux pas le voir pour lui dire c'est quoi le renouvelable? À peu près. Hein. Donc, c'était méchant parce que Julien connaissait déjà le métier. Mais du coup, on s'est rencontrés et c'est comme ça et je lui ai dit comment on était organisé. Voilà. Donc, il a créé chez Total un truc qui ressemble quand même un petit peu à Total et Rennes. Parce qu'on avait passé beaucoup de temps à discuter, machin. Et donc, quand ils ont pris la participation dans la boîte, on s'est mis à se développer, lui sur sa zone, nous sur notre zone, lui sur ses métiers, nous sur les nôtres, et les machins se ressemblent un peu. Donc, comment est-ce que ça va être intégré? Ça va être intégré pour faire une énorme équipe renouvelable qui va toujours rester en dehors de la tour Total pendant un certain temps. Donc, je pense que l'intégration va bien se passer. Je vais être franc, je pense que ce qui va être beaucoup plus dur, c'est le processus de prise de décision dans un grand groupe versus nous. Moi, je dis, nous, on est bienveillants et on a mal habitué les gens, mais on continuera à prendre des décisions vite. Dans un grand groupe, on ne sait pas prendre des décisions vite. Voilà. Donc, oui. J'ai une question sur le partenariat, parce que c'est quand même quelque chose, c'est pas une notion, je dirais, c'est une notion qui existe depuis longtemps, mais dans la pratique, c'est quand même, il y a beaucoup de gens, beaucoup de boîtes qui le font, qui l'appliquent réellement. Parce qu'on est habitué, il y en a beaucoup qui sont habitués à fonctionner en silo, je suis compétente, je sais tout faire, je ne veux rien d'autre. Et là, vous avez évoqué le partenariat, donc
réussi à un peu promouvoir cette notion avec tous vos partenariats? C'est une première question. J'ai une deuxième question par rapport à la photo de l'usine en Chine, vous l'avez montré, et vous l'avez prévu pour que cette usine existe pendant combien d'années? Est-ce que aussi dans les installations industrielles, dans tous ces points privés, est-ce que ça ne va pas être trop compliqué pour la maintenance? Non, il va falloir qu'on crée une ville à côté. Mais pour répondre à la première question, la seule façon de faire un partenariat, c'est de respecter ses partenaires et d'accepter qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Pour moi, c'est le truc simple. On est associé avec des personnes physiques. Les gars, ils ont en général créé leur boîte, créé parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont du coin, parce qu'ils sont là, ils ont développé leur projet. Et on vient leur expliquer que si on leur prend 80% de leur société, ils vont gagner plus avec les 20% qui restent qu'avec les 100% qu'ils avaient au début. Et il y a intérêt que ce soit vrai. Si ce n'est pas vrai, c'est sûr qu'on se dispute à la fin. Voilà. Donc, tout l'objectif, c'est d'amener de la compétence technique, de la compétence de structuration, de la compétence financière, de la compétence de financement, ce n'est pas la même chose, mais lui va amener la compétence locale. Donc, et les partenariats, il n'y a pas de choix. Moi, quand je suis arrivé pour m'occuper de la partie américaine d'EDF Énergie Nouvelle, je me suis rendu compte que si vous preniez un mec du Minnesota et que vous l'ameniez en Californie, le gars n'allait pas dépenser un sou, mais qui sortirait jamais une éolienne. Et que si vous preniez un mec de Californie pour l'amener dans le Minnesota, il ne sortirait pas non plus d'éolienne, mais il aurait claqué 4 à 5 millions de dollars en quelques mois. Voilà. Donc, c'est une question de culture. Les gars, et si c'est vrai entre le Minnesota et la Californie, c'est encore plus vrai entre n'importe quel pays d'Europe et encore plus quand on va Europe, Asie ou Europe, Inde. Donc, il faut être capable de respecter l'autre et il faut accepter qu'il gagne de l'argent. Parce qu'en général, les grands groupes, là, pour le coup, ne savent pas faire. J'ai tapé tout à l'heure sur les gens les personnes physiques. Les grands groupes ne savent pas faire. À un moment donné, ils ont besoin de manger l'autre. Voilà. Donc, ça leur coûte cher. Ils mangent. Mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est sur la notion de partenariat et qui est vraiment la clé. S'il y a eu succès chez EDF-EN et chez Total Eren, c'est grâce à ça. Ça, c'est le premier point. Là, la durée de vie de ces machins-là, je ne vais pas dire, les éoliennes, on essaye de faire en sorte que ce soit 25 ans la première vie, mais on a pris les terrains pour 60 ans. Donc, on a pris les terrains pour 5 ans, plus 5 ans pour les études, et ensuite 30 ans, plus 30 ans, parce qu'on veut être installé là pendant très longtemps. Et les propriétaires fonciers sont devenus des partenaires. Donc, je pense que si on les traite bien et qu'on veut rester 200 ans, on restera 200 ans là-bas. Et quant à votre question sur le sud du Chili, mais la côte ouest du sud du Maroc, hors Sahara occidental ou du milieu du Maroc quand on l'inclut, c'est un peu dur aussi de vivre là-bas. Mais pour autant, on va créer une ville. Il y aura des centaines de personnes qui vont travailler là-bas. Le réseau électrique qu'on veut créer là, c'est à peu près 2/3 de la Belgique en termes de réseau électrique, en termes de puissance installée. C'est monstrueux. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment il va tenir ce réseau. Donc c'est des projets qui sont gigantesques. Je veux dire, on ne fera pas les 10 gigawatts d'un coup, mais 10 gigawatts, je ne sais pas, ça sera 40 à 50 milliards d'investissements. C'est juste monstrueux, ces machins-là. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a une ressource énergétique qui est propre et qui a un coût abordable pour la ramener ailleurs. Moi, j'avais plusieurs questions d'ailleurs. La première question que j'avais, c'était par rapport à l'hydrogène vert. Parce que du coup, il y a une question de géographie, donc il y a la question du transport. Du coup, comment vous gérez la question du transport pour que l'hydrogène à la fin inclut le transport et reste vert? Et la deuxième question, c'est comment vous gérez les relations étatiques. On sait que Total, dans ces opérations, il y a forcément énormément d'éléments de relations avec les États, etc. Sur ces terrains-là, justement, est-ce que vous avez des partenariats, est-ce qu'il y a des questions de retour aux communautés locales, enfin, voilà. D'accord. Donc, sur la première question, ça fait partie des sujets qu'on est en train de regarder. Il y a la réponse que je peux vous faire qui est très facile, c'est qu'en fait, comme on va produire de l'ammoniac, on sait faire des bateaux propulsés à l'ammoniac, donc on prendra une partie de notre ammoniac vert. C'est sans doute faux ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est bien, c'est facile, c'est joli, j'évite la question.
La réalité, c'est que ça sera sans doute pas ce qu'il y a de plus efficace. Et donc, il faudra accepter, mais je pense que si on ne fait pas de compromis, de toute façon, on ne fait rien. Donc, il faudra accepter qu'il y ait sans doute avec des fuels de bonne qualité, des fuels qui seront pas verts au début, mais qui seront pas trop gris non plus, qu'on propulse le bateau avec ça. Parce que sinon, on ajoute de la complexité à de la complexité et après, c'est trop facile pour les gens de dire qu'on fait rien. Donc, je pense qu'au début, et ça fait partie des calculs qu'on est en train de faire, il faudra savoir quelle est la composante verte de ce machin-là. Si à la fin, j'arrive à faire 95% de mon hydrogène qui est fer, je n'aurai pas honte du tout. Je m'en fiche complètement. Parce que de toute façon, si ce n'est pas ça, ça sera du 100% gris. Voilà. Donc, vous avez raison, le transport est un sujet qu'on peut régler, mais à un coût trop élevé. Et donc, on peut régler avec un petit peu de CO2, mais du coup, ça sera quand même 95% du vert. Donc ça, c'est le premier truc. Les États, ça dépend. Les États, ça dépend. Le Chili, il n'y a pas d'État. C'était un terrain privé. C'est une famille d'éleveurs qui ont 120 000 hectares dans le sud du Chili. 120 000 moutons, moutons par hectare. On les a vus, on les connaît bien. Ils sont très sympas. Les parents se sont installés là et donc ils ont des terres que personne ne veut à part nous, jusqu'à présent. Donc voilà. Donc il y a une situation comme le Chili où, en tout cas, l'acquisition foncière ne dépend pas de l'État. Par contre, les autorisations, les permis, les concessions maritimes parce qu'il faut construire un port ou amener un port flottant, enfin tout ça, ça dépend de l'État, mais ça c'est notre métier. Nous, quand on va chercher des autorisations pour construire une éolienne ou des panneaux solaires, on passe notre temps avec l'administration et avec l'État. C'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas en faire en France, parce que mon temps est précieux. Mais donc, quand on va ailleurs, on arrive à se mettre d'accord. Est-ce qu'il y a des mesures de compensation? Très souvent. Et moi, en Californie, j'ai recréé un lac qui nous a coûté 2 millions de dollars parce que en fait, nos éoliennes étaient sur le chemin d'oiseaux migrateurs qui venaient nicher. Et donc, la Société de protection des oiseaux américaine m'a dit on ne peut pas te laisser construire tes éoliennes parce que nos oiseaux vont se faire hacher en chemin. Donc, j'ai dit mais pourquoi? Ils m'ont dit parce qu'ils viennent nicher juste en l'aval de ton machin. J'ai dit, et si je leur fais un lac en amont, ils vont s'arrêter là? Il m'a dit, ah oui, ça c'est sûr. Tu leur fais un lac un peu plus près, ils vont venir, ils vont s'arrêter là, ils vont nicher, et après ils descendent au sud. On a créé un lac de 2 millions de dollars, projet de 180 mégawatts, 200 millions de dollars, on l'a construit, et puis voilà. Donc, en France, on vous aurait dit non. Et les oiseaux sont allés nicher. Et les oiseaux sont allés nicher là-bas. Et j'ai fait des hôtels à chauve-souris, sur un site dans l'est de la France. Et donc, il y a un moment donné, il y a toujours un truc où on dit, c'est soit non, soit dites-moi quelle est la mesure de compensation qui marche. Voilà. Donc oui, il y aura des mesures de compensation. Dans tous nos projets, on intègre une composante, comme on va aller chercher de l'eau de mer qu'on va être obligé de dessaler, parce qu'il faut avoir de l'eau quand même pour casser la molécule d'eau. On va dessaler l'eau de mer. Tous les États nous disent, OK, alors vous allez surdimensionner vos installations de dessalement d'eau de mer parce que nos populations ont besoin d'eau douce et aujourd'hui, on n'en a pas. Voilà, ça fait partie des choses qu'on intègre dans les coûts d'un projet. Après, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Donc, il y a d'autres pays où le terrain est public. Au Maroc, aujourd'hui, si on n'a pas un accord avec le gouvernement, on n'a pas de terrain. Donc, ça fait partie des choses dont on discute avec le gouvernement marocain. En Australie, dans le sud, le nord et l'est de l'Australie, c'est des propriétaires privés ou publics. Dans l'ouest de l'Australie, c'est un cauchemar, voilà, parce qu'il y a les traditional owners, donc les populations natives, il y a les pastoralistes, donc les gens qui ont pris en location les machins, et le gouvernement, il faut négocier avec les trois sont casse-pieds. Voilà, donc, mais c'est notre métier de développeur que de régler ces problèmes-là et de voir quelles sont les mesures de compensation qu'on va adopter. C'est parce que les gens vivront mieux avec que sans, quoi. Vous avez parlé de l'extra-concurrence des appels d'offres, un peu genre, des produits. Je me demandais, après, avec votre expérience, quels seraient les schémas de soutien aux projets d'énergie renouvelable qui permettraient de structurer des projets qui soient rentables et Dans la plupart des pays, il n'y en a plus, parce que pour de vrai, il y a des pays où c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est à l'inverse. Je vais revenir.
Dans la plupart des pays, il n'y en a plus parce que c'est déjà compétitif. Les gens ont toujours un problème entre rentabilité et compétitivité. Donc, c'est compétitif. À l'époque, quand on a commencé, ce n'était pas du tout compétitif, mais c'était très rentable parce qu'on avait des subventions. Maintenant, ça peut être compétitif et pas rentable. Pourquoi? Parce que les États font des appels d'offres. Alors, quand les États font des appels d'offres, moi, je suis assez furieux contre ces trucs-là. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en France, on va faire un appel d'offres sur le solaire. C'est le prix le plus bas qui gagne. On arrive à des prix qui sont largement plus bas que les prix de marché. Donc, ça veut dire que l'État gagne de l'argent sur le dos du producteur d'électricité. Mais c'est une façon comme une autre de faire un appel d'offres. Vous ne pouvez pas construire du solaire partout, donc vous dites aux gens, construisez du solaire, mais dites-moi à quel prix vous allez me le vendre. Donc, on lui vend à un prix qui est plus bas. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait le développeur qui a gagné ce projet? Il se retourne et il fait un appel d'offres pour avoir le panneau photovoltaïque le moins cher. Le panneau photovoltaïque le moins cher est chinois. Ah. Et donc là, on nous dit, vous êtes quand même gonflés, et l'industrie européenne. Ouais, mais enfin les gars, si vous aviez fait un appel d'offres en nous disant il faut faire des panneaux européens, le prix aurait été plus élevé, j'aurais acheté en Europe. Comme vous me prenez le prix le plus bas, la seule façon de gagner, c'est de le faire avec le panneau le moins cher. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour organiser une concurrence saine? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que je pense que le marché du renouvelable va finir dans les mains de très gros acteurs avec un coût du capital faible, parce que c'est impossible. Nous, la façon dont on a créé de la rentabilité, c'est qu'on a répondu au premier appel d'offres argentin. On a répondu au deuxième appel d'offres argentin. Les gars m'ont appelé en me disant « Mais David, t'es devenu dingue, qu'est-ce que tu fais en Argentine ?» Je dis « C'est pas grave, laissez-moi tranquille. » Voilà. Au troisième, ils sont tous venus. J'ai perdu. Et depuis, j'ai plus d'idées, j'ai plus remis d'offres. Voilà. Donc, en fait, les concurrents arrivent, il y a une abondance de capitaux. L'autre erreur massive qui a été faite pour toutes les infrastructures du monde, c'est cette histoire qui a d'autres intérêts d'un point de vue macroéconomique, c'est cette histoire de taux d'intérêt négatif. Ça a massacré toutes les industries, ce machin. On ne sait pas, ça ne veut rien dire. Quand les taux d'intérêt sont négatifs, quand l'argent ne vaut plus rien, alors les gens sont prêts à y aller pour des rentabilités nulles. Si j'emprunte à négatif, alors je peux placer à zéro. Et comme on est considéré, à juste titre, comme une industrie peu risquée, mais entre peu risqué et pas risqué, il n'y a que quelques lettres d'écart que des grands groupes oublient. Voilà. Donc, quand vous avez de l'argent négatif, une industrie pas risquée, vous faites n'importe quoi. Et quand vous faites n'importe quoi, ça tire les prix vers le bas, ça fait la une des journaux, les politiques sont heureux comme tout, et après, ils vous disent « Mais pourquoi vous ne protégez pas l'industrie ?» Les gars, il y a politique énergétique, politique industrielle. Si vous voulez une politique industrielle, il faut faire en sorte qu'on fabrique ici. Si vous voulez une politique énergétique, il faut faire en sorte qu'on produise de l'énergie le moins cher possible. Les deux sont totalement incompatibles. On a un coût de fabrication en Europe qui est trop élevé. C'est fini. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on réfléchisse pendant des années et qu'on raconte des histoires aux gens. On a un coût de production qui est plus élevé, à part quelques industries. Ben voilà, donc c'est politique énergétique, politique industrielle. On choisit, mais les deux en même temps. Et les gens racontent n'importe quoi. Ce qu'on est en train de faire sur l'hydrogène, c'est du grand n'importe quoi. On est en train de subventionner l'installation d'électrolyseurs en France. L'électrolyseur, c'est le machin qui casse la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène. C'est une aberration. On n'a pas assez d'électricité en France. Même quand les centrales nucléaires retrouveront leur pleine charge, on n'a pas assez d'électricité en Europe, on n'a pas assez d'électricité en France. C'est une aberration complète de venir installer un électrolyseur qui va bouffer de l'électricité qu'on n'a pas sur le territoire national. Est-ce que c'est une aberration d'avoir une politique industrielle en se disant si l'hydrogène est l'industrie de demain, il faut que je fabrique des électrolyseurs en France? Ça, c'est malin. Mais ce n'est pas parce que je les installe en France que je vais les fabriquer en France. J'ai installé plein de panneaux solaires en France, ils venaient de Chine. Donc, je suis désolé, enfin, le sujet est complexe et les politiques comprennent rien. Voilà, bon, je suis méchant, mais c'est comme ça. Donc, la réalité, c'est que si on veut avoir des fabricants d'électrolyseurs en France, qui est une bonne idée, il faut les aider à s'installer et les aider à exporter. Surtout pas s'installer. Alors, on peut en faire un, on peut en faire deux, on peut en faire trois. Dans le big scheme of things, on en a rien à foutre. Mais d'avoir une politique en disant je veux fabriquer des électrolyseurs, donc je subventionne leur installation en France. C'est une aberration. On n'a déjà pas assez d'électricité pour les mettre dans les voitures et pour les mettre dans la lumière et pour les mettre dans les télécoms.
Donc, si on n'a pas assez d'électricité, pourquoi tu veux transformer ça en hydrogène qui est une perte sèche d'énergie? Toute transformation bouffe de l'énergie. Donc, si je prends de l'électricité et que je transforme en hydrogène, et en plus, j'entends des âneries qui vont beaucoup plus loin, qui est que comme ça, j'aurai un stockage d'hydrogène avec lequel je pourrais faire de l'électricité. Mais il faut être complètement débile. Tu avais de l'électricité comme ça et tu es fini avec de l'électricité comme ça. Alors que tu n'en avais déjà pas assez avant. Enfin, c'est juste pour passer par un truc qui ne sert à rien. Enfin, donc, pourquoi je dis qu'il faut aller le chercher ailleurs? C'est parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Donc, quand j'entends qu'on va subventionner, alors en fait, on ne le fait pas parce qu'ils font beaucoup d'annonces, mais ils ne le font pas. Mais quand j'entends qu'on va subventionner l'installation de gigawatts d'électrolyseurs en Europe et en France, c'est une aberration. Les Allemands, on le disait tout à l'heure, sont en train de cramer du charbon pour faire de l'électricité. Et ils crament du charbon pour faire de l'électricité. Cette électricité va produire de l'hydrogène. Mais il faut être débile. Ben, arrête, c'est débile. C'est déjà débile de mettre cette électricité dans les voitures. C'est un mouvement de fond qu'on essaye de créer avec la voiture électrique. Mais aujourd'hui, la voiture électrique est idiote. Moi, j'en ai, mais c'est idiot. Non, mais il faut dire la vérité. Je veux dire, les moteurs aujourd'hui sont moins émetteurs en CO2 que la centrale charbon allemande qui me donne mon électricité pour le mettre dans ma voiture. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut lancer l'industrie de la voiture, du véhicule électrique, parce que demain, on fera de l'électricité verte. OK, mais les électrolyseurs, là, c'est débile, parce que demain, on n'installera pas d'électrolyseurs en Europe. On n'a déjà pas assez de courant. Ah bon, pardon, mais... Donc non, il ne faut pas faire ça, quoi. Il faut avoir une politique industrielle. Et la politique énergétique, c'est déjà essayer d'avoir assez d'énergie, ce qu'on n'a pas. Et on va le payer, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on importe du GNL à tire-larigot. Bon, je vais être méchant, mais le GNL, c'est sympa, mais ce n'est pas du gaz naturel. Hein. C'est du gaz naturel avec un contenu CO2 qui est largement plus élevé. Là, je suis enregistré, je fais une connerie. Donc, alors, le GNL, quand même, c'est du gaz qu'on a liquéfié. Pour liquéfier du gaz, il faut mettre beaucoup d'énergie dedans. Donc, son contenu CO2 est beaucoup plus élevé que ce qu'il était quand on l'a sorti de la Terre. Donc, quand les gens ont une chaudière à gaz et qu'on l'alimente avec du GNL, leur contenu CO2, ce n'est pas le gaz, c'est du GNL, ce n'est pas pareil. Mais bon, comme personne ne comprend rien. Voilà, pardon. Une autre question. Oui, j'avais une question concernant justement les coûts environnementaux de tout ce qui n'était pas uniquement carboné. Par exemple, vous avez cité l'ammoniac tout à l'heure, et donc pour séparer l'ammoniac et récupérer l'hydrogène, on utilise donc des alliages de cuivre et l'euthénium. Et je veux dire, la production d'euthénium au monde est quasiment inexistante et se fait dans des conditions. Pour recraquer, vous parlez du recraquage. Oui. On est en train de regarder d'autres technologies de craquage parce que c'est un vrai problème. Pardon, mais je vous laisse finir la question. Non, mais en termes énergétiques et en termes de matériaux, on est obligé d'aller faire de la recherche dans tout. Donc, on est obligé d'aller pour faire du craquage de l'ammoniac. C'est pareil, on me dit souvent, mais ça bouffe beaucoup d'énergie. Ça dépend. Si vous couplez le craquage de l'ammoniac avec une aciérie qui a de la chaleur fatale, je prends la chaleur fatale de l'aciérie et je peux craquer mon ammoniac avec. Et du coup, à ce moment-là, le rendement qui était à peu près à 70%, il passe à 95%. Donc, tout est une affaire technologique. Je suis d'accord, il n'y a aucune solution miracle. Donc, les batteries, c'est une catastrophe. Les panneaux solaires, c'est une catastrophe. Les éoliennes avec les terres rares, c'est une catastrophe. Tout est une catastrophe, mais moins grave que le charbon. Et le nucléaire, justement, le nucléaire de troisième génération suffit amplement et pourrait satisfaire, je veux dire, aux besoins. C'est lequel que vous appelez troisième génération? Le PR? Par exemple, le PR2, oui. Le PR2, allez, on parie. 180 à 200 euros du mégawattheure. Oui, mais par rapport aux 300 euros du mégawattheure pour le photovoltaïque. Non, mais le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est 20 euros du mégawattheure. Subventionné. Non, subventionné de rien du tout. Subventionné de rien du tout. Le 300 euros du mégawattheure, c'est le premier prix quand j'ai construit la première centrale à Toul, dans l'est de la France, en 2008. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, le photovoltaïque sort de l'électricité à 25 $ du mégawattheure en Inde et à 40-50 $ du mégawattheure en France. 60. Mais c'est moins cher que le nucléaire, c'est sûr et certain. L'EPR même de deuxième génération, est un outil. Bon, mais je ne connais rien, je ne suis pas dans le nucléaire. Mais de ce que j'en comprends, c'est un outil qui a été mal dimensionné. Voilà, c'est un outil qui est trop gros. En fait, il y a une courbe dans le nucléaire. Plus on fait gros, plus la réaction nucléaire est efficace, plus la composante nucléaire
de l'investissement est efficace. Plus on fait gros, plus la composante sûreté devient ingérable. Alors, on a juste fait un peu trop gros. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Donc, l'EPR, je pense vraiment, sincèrement, allez, pour être moins provocateur, ça sortira d'électricité en base à 150 € du mégawattheure, ce qui est trop cher. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, l'EPR n'est pas le meilleur ami du renouvelable. L'EPR n'a aucune flexibilité. Le meilleur ami du renouvelable, c'est celui qu'on peut démarrer et arrêter quand le renouvelable ne fonctionne pas, parce que l'intermittence du vent ou l'intermittence du soleil. L'EPR, vous ne l'arrêtez pas parce qu'il y a un peu moins de vent. Vous ne le démarrez pas parce qu'il y a un peu moins de vent et vous ne l'arrêtez pas parce qu'il y a plus de vent. Donc, et puis encore une fois, moi je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Celui qui veut investir dans un UPR, qu'il investisse dans un EPR. Ah, je pense que c'est un mauvais investissement. Voilà. Donc, et en plus, qu'on est moins bien câblé qu'avant, notre organisation du travail colle moins à ces énormes projets. Voilà. Le fait que les gens changent de job tous les 3 ans, c'est une révolution sociale, c'est une ânerie pour construire une centrale nucléaire. Voilà. On va prendre la dernière question de la personne derrière vous, et qui après on va nous chasser. Vous évoquiez tout à l'heure la gestion intelligente, gestion énergétique intelligente des bâtiments. Et pour introduire le sujet, vous faisiez référence aux passoires thermiques. Donc essentiellement l'habitat existant, professionnel ou bureau. Mais je comprends que si pour cette gestion intelligente, vous avez besoin tantôt de stocker de la chaleur latente ou de la froid latent selon les saisons, très profondément. Une des technologies, oui. Là, ça s'adresse essentiellement à la construction neuve. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a fait un champ de sonde sur le siège d'Airbus. Il était déjà construit depuis longtemps quand on est arrivé. Hein. Non, il suffit d'avoir, ça dépend de la taille du bâtiment, il suffit d'avoir du sous-sol. Ça peut être le jardin d'à côté, ça peut être sous le parking, ça peut être sous l'immeuble si c'est encore accessible, ça peut être n'importe où. Le champ de sonde n'est pas énorme. Mais c'est qu'une seule technologie. Je ne suis pas venu pour vous vendre de l'Accenta. Donc, c'est pour expliquer, c'est juste un exemple. Mais non, on le fait très bien. On est en train de le faire sur beaucoup de bâtiments existants à Roubaix. On l'a fait sur des sites neufs, on l'a fait sur des sites coexistants. À Paris, on peut pas le faire parce qu'il y a le métro, il y a le RER, il y a le machin. Le sous-sol, c'est déjà un gruyère énorme. Je vais jamais, et puis on va jamais donner l'autorisation de faire un trou à Paris. Donc, mais ailleurs, non, il suffit d'avoir un jardin. On peut gérer une école avec ce qui est en dessous la cour de récréation et ça sera construit pendant l'été. Hein. On pourrait continuer très longtemps, mais malheureusement, j'ai trop parlé. Les interlocuteurs vont venir. Il nous reste à remercier David. Absolument passionnant. Vous dire que remercier l'équipe d'Alumni qui nous a permis d'organiser cette conférence. Remercier Robin et Solange également, grandement aidé. Vous dire que notre prochaine conférence elle a lieu le 15 mars. Elle sera avec Anthony Sellier qui nous expliquera la stratégie de régulation de la Creux dans un monde qui est de crise énergétique, mais aussi de transition énergétique. Donc j'espère vous y retrouver nombreux et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.